Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, je voudrais remercier les parlementaires présents, remercier les membres de l'autorité de sûreté nucléaire qui participent à cette 10e présentation voulue par la loi de 2006, présentation du rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. Je vous indique que le premier vice-président, Cédric Villani, nous rejoindra naturellement et qu'il a eu l'opportunité de vous recevoir, cher Pierre-Franck Chevet, avec certains de vos collaborateurs et en présence de Madame Émilie Cariou, qui est à l'Assemblée nationale la référente nucléaire, ce qui, pour ma part, me réjouit, puisque Mme Cariou a comme caractéristique d'être députée de la Meuse, ce qui nous donne, en dépit des différences, une grande proximité. Je salue Bruno Sido pour les mêmes raisons, d'ailleurs, de proximité géographique. Nous sommes fortement impliqués dans un des volets que connaît bien Christophe Bouillon, ici présent, qui est la gestion des déchets nucléaires. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Nous avons choisi de nous en occuper avec l'ANDRA et on ne s'en plaint pas d'ailleurs. Je voulais vous céder la parole immédiatement en disant que vous avez une responsabilité considérable. Mais considérable parce que, pour être un homme politique, je puis mesurer combien le nucléaire, qui est une très belle aventure française, aventure mondiale, mais une aventure française qui donne, je le pense profondément, un bénéfice stratégique à notre pays, repose cependant sur la confiance que nos compatriotes en général et plus largement les Européens peuvent porter dans l'utilisation pacifique du nucléaire. Cette question de la confiance est une question extraordinairement majeure. Et nous venons de très loin. Nous venons d'un système clos, vivant sur lui-même, avec des gens d'une immense compétence, d'une immense bonne volonté, mais qui avaient peut-être le sentiment que justement leur compétence et leur volonté les épargnaient de rendre compte à des gens qui étaient moins compétents et moins intéressés par le sujet. La création de l'ASN a permis de familiariser l'opinion et je dirais dans de bonnes conditions, parce qu'au fond, il y a deux excès qu'il faut éviter. L'enfermement de l'information, qui a été, soyons honnêtes, plutôt la tendance française jusque dans les années 80, et l'autre excès qui est le commerce de la peur, qui est un commerce extrêmement profitable pour ceux qui la vendent, mais qui ne fait pas progresser la société et qui nous prive peut-être même d'opportunités. Et entre ces deux excès, l'ASN trouve son chemin. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que vous êtes un partenaire essentiel de cette aventure intellectuelle, industrielle et accessoirement économique qu'il, de mon point de vue, convient de prolonger, mais de prolonger dans des conditions de confiance. Or, les sujets qui pourraient ébranler cette confiance, sans être innombrables, sont suffisamment sérieux pour que nous ayons une autorité indépendante, compétente, respectée, qui puisse nous en parler. C'est donc maintenant votre responsabilité, Monsieur le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, d'abord, je vous prie de m'excuser de parler en vous tournant le dos globalement pour la majorité d'entre vous. Mais vous pouvez venir ici, mais à ce moment-là, il faut occuper la c'est pas un sujet. Venez. Alors à ce moment-là, vous avez raison. C'est plus agréable de vous voir. Hein, mais... Allez, venez. Et puis gardez simplement une plaque pour Cédric Villani parce que il est député et deux, il est le premier vice-président. Il est sans doute plus compétent que je ne le serai jamais sur ces sujets. Donc venez. Merci, désolé de ce petit contretemps, mais c'est franchement beaucoup plus agréable. Pour vous. En tout cas pour moi, mais j'espère pour vous, de vous parler plus directement. Merci de ces mots d'accueil. Nous sommes effectivement des habitués de l'OPEX. La loi a prévu, nous sommes une autorité indépendante, que nous venions rendre compte de l'état de la sûreté tous les ans. Mais au-delà de ces rendez-vous fixés par la loi, nous avons participé à de très nombreuses auditions, travaux de l'OPEX sur la longue durée. Je ne suis même pas capable de les compter.
Et je dois dire, alors ça se fait peut-être pas, je sors peut-être mon rôle, nous sommes un client heureux de l'OPEX. Juste pour dire que le travail que vous avez accompli dans la longue durée a permis de créer un cadre extrêmement robuste pour la sûreté nucléaire en France, que ce soit la gouvernance de la sûreté nucléaire, vous citiez notamment la loi de 2006 qui nous a créé en tant qu'autorité indépendante, mais qui a créé, au-delà de notre création propre, un cadre extrêmement robuste, que ça soit tout ce qui a été fait sur la longue durée en matière de gestion des déchets, vous l'avez cité également comme étant un des sujets majeurs. Et je dois dire que ce cadre, et notamment le cadre législatif qui est issu notamment de tout le travail que vous avez fait dans la longue durée, il fait référence. Et il fait référence en Europe. Excellente occasion de féliciter, de remercier Bruno Sido, qui a exercé cette coupable activité de président de l'OPEX précédemment, et une pensée pour Jean-Yves Le Déaut, qui a été lui aussi un partenaire émérite. Donc ce cadre auquel vous avez largement contribué en France donc, fait référence en Europe. Quand on regarde les directives européennes, que ce soit sur la sûreté, sur la radioprotection, sur les déchets, ils sont, je dirais, à plus de 90% conformes à ce que la France a mis en place. Et encore une fois, le cadre français fait largement référence et nous le portons à l'extérieur comme étant un outil efficace. Alors ça, c'est sur le passé, mais évidemment, à l'avenir, il y a aussi beaucoup d'enjeux dans le domaine du nucléaire en général, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui sont devant nous encore. Et voilà, et nous serons en tout cas prêts à contribuer à tous vos travaux qui, encore une fois, ont été sur la longue durée extrêmement efficaces. Alors, je suis là pour présenter notre rapport annuel sur la sûreté nucléaire. Alors, je le fais avec un certain décalage. D'habitude, nous le présentons sur l'année N-1 en avril de l'année suivante, une fois que le rapport est établi, et vous l'avez, le dernier rapport sorti, donc qui porte sur l'année 2016. En avril, il y avait des élections, il y a eu des renouvellements. Et donc, c'est la première opportunité que j'ai de parler de l'état de la sûreté nucléaire. Et du coup, j'actualiserai un peu mon propos par rapport à ce que j'aurais pu faire en avril dernier. On est une autorité indépendante. Alors, indépendance, ça n'a pas de sens absolu. Il faut dire par rapport à quoi on est indépendant. On est fondamentalement indépendant de tous ceux qui portent une vision de la politique énergétique. Alors, au premier rang desquels, il y a le gouvernement, porteur qui définit la politique énergétique. Il y a les exploitants qui ont une vision, exploitants nucléaires qui ont une vision du nucléaire et de la politique énergétique aussi. Il y a aussi des ONG qui ont une autre vision en général autre, souvent autre même. Nous sommes indépendants de toutes ces parties prenantes qui contribuent à la politique énergétique. Inversement, on ne peut pas être indépendant de tout dans une démocratie, c'est même assez risqué. Fondamentalement, on rend compte au public, qui est le principal bénéficiaire de notre action qui vise à protéger les personnes et l'environnement des risques liés aux activités nucléaires. Et nous rendons compte évidemment à la représentation nationale devant vous, mais aussi devant les commissions compétentes du Parlement. On embrasse les activités nucléaires, souvent on pense aux gros objets, les réacteurs nucléaires d'EDF, une usine de retraitement de lag, le projet CIGEO, etc. Mais en réalité, l'application des rayonnements ionisants est beaucoup plus large que ça, et nous sommes en charge de contrôler la sûreté d'utilisation des rayonnements ionisants. Je vais citer, pour commencer, deux sujets qui sont moins visibles, alors même qu'ils sont beaucoup plus proches de nous, que sont le domaine médical et le sujet des sources radioactives. Dans le domaine médical, on utilise, pour le bénéfice des patients, et de chacun d'entre nous, on utilise des rayonnements ionisants. C'est vrai qu'on fait des gammographies, radio des poumons. C'est en général de faibles doses, mais il ne faut pas trop en abuser, évidemment. Et à l'autre extrémité du spectre, c'est dans le domaine de la radiothérapie. On utilise évidemment des rayons, cette fois pour tuer des cellules. Et effectivement, là, les enjeux sont beaucoup plus importants. Le dernier accident majeur dans le domaine de la radiothérapie, vous l'avez peut-être encore en tête, c'est Épinal. En gros, en 2005, une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de personnes souffrant de handicap lourds suite à une erreur dans l'application d'un traitement de radiothérapie, erreur récurrente et en plus sur la longue durée. Depuis lors, nous sommes en charge du contrôle de cette activité-là. Depuis lors, les choses se sont relativement améliorées. Il y a eu une sensibilisation générale
des milieux professionnels donc au risque, tout simplement à cause de l'accident d'Épinal. Beaucoup de progrès en matière d'organisation, de qualité pour éviter de telles erreurs. Malgré tout, c'est un sujet où nous restons extrêmement vigilants. Il y a encore entre 5 et 10 incidents dits de niveau 2. C'est des incidents essentiellement beaucoup dans le domaine de la radiothérapie, où on a en gros pas tiré sur la tumeur, mais à côté. Et à ce moment-là, quand vous arrivez à ce genre de résultat, vous tuez du tissu sain, et à l'inverse, vous ne traitez pas le cancer. Donc il y a un double effet, et il y en a entre 5 et 10 par an. Et niveau 2, ça veut dire simplement compte tenu des conditions de l'incident, on se pose des questions sur les conséquences à terme pour la santé des personnes. Donc ce n'est pas des incidents neutres, et donc extrême vigilance sur ces sujets-là, et notre contrôle doit être maintenu et sera maintenu sur ce genre d'enjeux qui, encore une fois, nous concerne globalement tous. Deuxième sujet, d'une autre nature, les sources radioactives, très proches de nous. On l'utilise dans le domaine médical, évidemment, mais on l'utilise aussi sur tous les chantiers. Il y en a certainement autour de nous, physiquement, à moins de 100-200 mètres. Chaque fois qu'il y a un chantier, qu'il y a des tuyaux qui doivent être soudés, on contrôle l'état des soudures. Et pour ça, on utilise des gammagraphes, en gros, la même chose qu'on fait pour faire une radio des poumons, mais c'est des sources assez puissantes qui permettent justement de faire des radios des tuyaux. Et c'est des choses qui sont relativement petites, qui sont dangereuses par définition, puisqu'elles permettent de faire des radios. Alors, nous étions déjà en charge du contrôle de la protection des travailleurs qui utilisent ces sources sur les chantiers. Encore une fois, c'est des milliers de sources qui sont en cause. Et nous avons été chargés par la loi de transition énergétique de contrôler cette fois les aspects sécurité, c'est-à-dire de protection contre les actes de malveillance. Je le répète, c'est des toutes petites choses extrêmement dangereuses et qui, si elles arrivent en de mauvaises mains, peuvent entraîner des dégâts tout à fait considérables. C'est pour nous un premier pas dans le domaine de la sûreté. On mettra en place les contrôles moyennant la mise au point des textes, des derniers textes à faire dans le courant de l'année 2018. C'est pour nous un premier pas dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire la protection contre les actes de malveillance, sachant que vous le savez sans doute, contrairement à la plupart des autres pays, ce n'est pas l'autorité de sûreté nucléaire qui, sur les autres sujets, est en charge des contrôles de sécurité et de protection contre les actes de malveillance. J'en arrive à l'objet essentiel, celui qu'on voit tous les jours, c'est les questions autour des grosses installations, qu'on appelle des installations nucléaires de base, les réacteurs, je répète, les grosses usines telles que l'AG, les réacteurs de recherche, etc. On en a beaucoup en France, c'est à peu près 150 grosses installations comme ça. On a un des parcs industriels nucléaires les plus gros au monde, avec donc beaucoup d'enjeux. Si j'avais apporté un jugement, c'est même mon métier, je vais dire, sur la sûreté de cet ensemble, je dirais que globalement, quand on regarde la sûreté d'exploitation de ces grosses installations, je dirais que la situation est globalement satisfaisante. Alors globalement, vise à dire que ce n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'installations qui peuvent nous poser problème, c'est relativement ponctuel. On a récemment mis, c'était juste avant l'été, Belleville, la centrale de Belleville sous surveillance renforcée parce qu'elle était en retrait en termes de résultats de sûreté. Ça arrive, c'est déjà arrivé, ça arrive. Mais quand on met de côté ces difficultés ponctuelles, j'estime que la sûreté d'exploitation de ces grosses installations est satisfaisante. Alors il y a eu récemment, vous l'avez peut-être vu, une actualité avec un certain nombre d'incidents de niveau 2, pas négligeable. Ça ne change pas mon jugement. Il faut savoir que les niveaux 2 qu'on a eu parfois, qui étaient génériques, c'est-à-dire qu'on concernait plusieurs réacteurs, étaient le fruit d'une démarche construite pour aller chercher des anomalies. Et cette démarche a marché. C'est-à-dire qu'on a trouvé des anomalies. Et je m'en félicite. Alors se féliciter d'anomalies, ça ne peut pas vous paraître curieux, mais en matière de sûreté, quand on trouve des anomalies, c'est plutôt une bonne chose parce que juste ça permet de les corriger. Et in fine, la sûreté en sort grandie. C'est pour ça que ça ne change pas mon jugement sur la qualité d'exploitation et la sûreté d'exploitation du parc industriel nucléaire français. À l'inverse, sur le moyen terme, le contexte est préoccupant en matière de sûreté. Je m'explique. Globalement, les industriels, les grands industriels, donc je pense à EDF, Areva, CEA, sont en difficulté économique, financière ou budgétaire, plus qu'avant, alors même qu'ils ont plus de choses à faire dans le domaine de la sûreté. Alors quelles sont ces choses à faire en plus dans le domaine de la sûreté? Je les qualifie d'enjeux sans précédent sur la période à venir.
la première question, c'est la question de la prolongation ou non du parc de réacteurs d'EDF au-delà de ces 40 ans, pour faire simple. C'est une question qui est simple à énoncer comme ça, qui exige un énorme travail technique, axé autour de 3 questions. Première question, est-ce que les réacteurs sont conformes aux plans initiaux? La réponse n'est pas si simple que ça. Les principaux incidents qu'on a vus ces derniers mois touchent à cette question-là et montraient qu'il y avait des problèmes par rapport à cette question-là. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des vieillissements qui sont intervenus dans les 40 ans passés, ou 30 ou 40 ans passés? Et la troisième question qui est compliquée, c'est peut-on améliorer? Qu'est-ce qui peut être amélioré pour améliorer le niveau de sûreté de ces installations qui envisagent de prolonger leur vie au-delà de 40 ans? Et cette dernière question est techniquement particulièrement complexe. On sera amené à rendre une position vraisemblablement en 2020 sur cette question, qui sera confirmée sous forme de prescription qui s'impose aux exploitants en 2021. Deuxième question qu'on voit beaucoup moins, c'est comme le parc industriel nucléaire, on pense aux réacteurs, j'ai parlé là des réacteurs, mais il faut savoir que les installations du cycle du combustible, les installations de recherche du CEA ont grosso modo été construites à peu près dans la même époque, autour des années 80. Et elles aussi arrivent vers leurs 40 ans, en masse. Et nous sommes à la tête actuellement, en fin 2017, à l'heure où je vous parle, à peu près de 50 dossiers justement qui touchent à des réexamens de sûreté, la plupart sur des installations anciennes. Et les mêmes questions, évidemment, se posent pour ces installations. Donc au total, vous voyez le panorama, 58 réacteurs, plus de la moitié sont concernés immédiatement par le rendez-vous des 40 ans, mais il y a aussi plus de 50 installations grosses qui elles, sont concernées par la même question dans les autres domaines hors réacteur. Troisième enjeu que je qualifie de sans précédent, c'est les suites de Fukushima. Fukushima est intervenu en 2011. On a mis en œuvre sur l'ensemble des réacteurs nucléaires et même des installations nucléaires des mesures, des premières séries de mesures. Par exemple des diesels. Il y a des petits diesels qui ont été rajoutés pour sécuriser en cas de perte des alimentations électriques. Mais on a décidé et imposé aux exploitants de prendre une deuxième série de mesures. C'est en gros les mêmes types de mesures, mais durcies. Durcies pour faire face à tout type d'agression. Et là où actuellement on a des petits diesels peu protégés, dans la seconde train de mesure, qui est encore largement devant nous, il faudra avoir des gros diesels et dans des bunkers. Les travaux ont commencé, mais ça nécessitera probablement encore 5 à 10 ans peut-être pour certains des travaux, pour avoir complété l'ensemble du dispositif défini sur le post-Fukushima. Dernier enjeu qui n'avait pas de précédent, qui est un peu la contrepartie du fait qu'on prolonge ou pas des installations anciennes, c'est la construction d'installations nouvelles. Force est de dire et de constater que ça ne se passe pas très bien. Tous les grands chantiers qui sont en cours, que ce soit l'EPR, le réacteur Jules Horowitz ou ITER, ont des retards, ont des difficultés industrielles, pratiques dans leur déroulement. La plupart du temps, ce n'est que des difficultés industrielles qui ne touchent pas la sûreté, mais je mets de côté, évidemment, la cuve de l'EPR, qui a été un sujet qui a, à l'évidence, impacté la sûreté. Juste un commentaire là-dessus. Quand on n'a pas construit d'installations nouvelles pendant 15 ans, 20 ans, il n'est pas anormal qu'il y ait des difficultés de ce type. Il y a un réapprentissage qui doit être fait et qui nécessairement prend du temps. Il faudra encore pas mal de temps avant qu'on sache faire comme on a su le faire à l'époque. Il y a ces difficultés ou ces enjeux majeurs sans précédent que je viens de lister. Il s'est rajouté des difficultés techniques dans le courant de l'année 2016. La première, je viens de la citer, c'est les problèmes rencontrés sur la cuve de l'EPR, sur lequel nous avons pu conclure, in fine, il y a quelques semaines maintenant, positivement, moyennant le changement du couvercle de la cuve de l'EPR dans un délai que nous avons prescrit avant fin 2024. Mais il y a surtout eu une autre difficulté majeure, je vais employer le mot qui le résume, c'est falsification. Des falsifications ou des choses qui ressemblent à des falsifications, parce que falsification renvoie à une qualification pénale, et ce n'est pas mon rôle de qualifier pénalement. On a trouvé des documents qui, visiblement, pouvaient s'apparenter à des falsifications, et ces documents touchaient aux caractéristiques de sûreté, caractéristiques mécaniques, physiques, de pièces importantes, très importantes pour la sûreté dans les réacteurs. Et cette pratique, encore une fois, j'emploie le mot falsification avec le bémol que je viens d'y mettre sur sa qualification, était une pratique pas récente ni ancienne, c'est une pratique qui a eu cours sur la longue durée pendant près de 50 ans. Et elle a imposé
Et nous avons imposé à Areva, sous le contrôle d'EDF et sous notre propre contrôle, de réexaminer tous les dossiers de fabrication sur une cinquantaine d'années pour vérifier, un par un, dossier par dossier, page à page, c'est 2 millions de pages à relire, de vérifier si on retrouvait traces de falsification et à ce moment-là de traiter comme ça aurait dû être finalement à l'origine. C'est un travail absolument nécessaire, c'est un travail long, on en est à peu près à mi-distance actuellement. Donc les vérifications sont faites. Il n'y a plus qu'1 million de pages. Voilà, on va dire positivement, il n'y a plus qu'1 million de pages. Ça devrait être fini à peu près fin 2018. À ce stade, sur la moitié des revues qui ont été faites, il y a essentiellement un cas qui pose problème sur la sûreté, c'est le réacteur de Fessenheim 2, où il y a eu non seulement potentiellement une falsification, mais également une anomalie technique qui était rattachée, qui était tout à fait notable. Donc ce cas-là est en cours d'examen, donc sur la moitié, un cas hors norme. Mais simplement, je rajoute qu'on n'en est qu'à la moitié, ou positivement, il ne reste que la moitié, mais sous-entendu, on peut aussi trouver des choses, et éventuellement des choses qui peuvent avoir des impacts. Pardon. J'en profite pour saluer l'arrivée de notre premier vice-président, Cédric Villani. Oui, excusez mon retard et merci d'aborder le sujet de cette falsification de façon aussi ouverte. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'on peut identifier les raisons pour lesquelles cette falsification n'a pas été détectée plus tôt, s'il s'agit d'une pratique qui durait déjà? De ce que l'on comprend à ce stade de la pratique, là, pour reprendre les mêmes termes, quand des résultats n'étaient pas conformes à ce qui était attendu, quand néanmoins les équipes estimaient que ce n'était pas grave, effectivement, ils faisaient un autre document qui, lui, avait les bonnes valeurs. Mais évidemment, le document d'origine, avec les mauvaises valeurs, était conservé ailleurs. Alors, était conservé, voilà. C'est ce que l'on en sait. Donc il y a quand même une question. Par définition, ceux qui ne sont pas conservés, on ne sait pas. Voilà. Donc il y a quand même une question, d'ailleurs, qui renvoie, enfin je vais en dire un mot, ont été conservés. C'est comme ça qu'on a pu se rendre compte, mais moyennant le fait d'accéder à ces archives, entre guillemets, secrètes, ou enfin en tout cas qui étaient évidemment hors de portée de l'inspection, et que ce soit de notre inspection ou de celle d'EDF et d'Areva, qu'on a pu se rendre compte du problème. Donc il y a quelque chose de positif, c'est qu'il y en a un certain nombre qui étaient conservés, qui ont permis de voir le sujet. À l'évidence, ça soulève la question que vous posez. On peut aussi imaginer qu'il y en a qui n'aient pas été conservés, et du coup qu'on ne puisse pas, de manière simple, identifier le problème. Et dans ce cadre-là, j'ai prévu, mais c'est trop tôt pour le faire, de demander aux exploitants concernés, essentiellement EDF, mais il faut attendre quelques mois, d'aller faire des contrôles sur pièce et sur site pour essayer de revérifier in situ, donc concrètement sur les pièces, les valeurs de caractéristiques mécaniques. Mais ça, on ne peut le faire qu'en ayant une vision plus claire de la typologie des falsifications pour ne pas aller n'importe où, parce que c'est juste impossible, mais de viser au bon endroit pour faire vraiment quelque chose qui soit probant, in fine. Donc, et ça, il faut qu'on ait passé encore quelques centaines de milliers de pages pour avoir la typologie des anomalies et viser juste dans les contrôles de vérification qui seront faits. Et sur ce même sujet, vous avez prévu qu'il y ait une procédure qui aille devant la justice? Il s'agit de falsification pour des documents de cette nature, c'est grave. Alors, par les missions qui nous sont confiées, on ne peut pas directement porter plainte. Par contre, on a fait un signalement à la justice et concrètement, on lui a transmis tous les documents que l'on avait. Elle a par ailleurs été saisie de plaintes d'associations et il y a actuellement une enquête en cours sur ces sujets-là. Et en tout cas, ils ont tout ce que nous avons, nous, en termes de données brutes, pour pouvoir instruire cette question-là. À l'évidence, c'est des pratiques absolument inadmissibles, que ce soit dans le nucléaire ou ailleurs. Ça me paraît tout à fait clair. Donc des enjeux sans précédent, et j'y rajoute les difficultés que je viens d'évoquer, et encore une fois, des exploitants qui, eux, ont moins de moyens qu'avant. Et c'est cette situation de gap entre plus de choses à faire et moins de moyens, alors qui ne crée pas un risque d'accident à court terme, mais qui crée une situation difficile sur le moyen terme pour la sûreté. Et au plus vite, il faut faire ce qui est nécessaire pour restaurer une forme d'équilibre entre les investissements qui sont devant les industriels et les moyens qu'ils ont. Alors une chose
qui va dans le bon sens, c'est évidemment les décisions de réorganisation industrielle qui sont actuellement à l'œuvre, avec les recapitalisations prévues. Maintenant, il faut qu'elles soient opérées, et puis surtout qu'elles trouvent leur plein effet et se concrétisent dans les actions de chacune des entreprises. Donc voilà globalement mon jugement sur la sûreté nucléaire. J'avais 2 points rapides à évoquer, enfin 2 points importants à évoquer rapidement. Le sujet des déchets, et tout particulièrement le projet CIGEO. On va être amené à prendre position très prochainement, dans les prochaines semaines, je regarde le directeur compétent, sur ce qu'on appelle les options de sûreté de CIGEO. L'ANDRA nous a déposé un dossier, ce qu'on appelle d'options de sûreté, principe de sûreté, il y a quelques temps, et on va prendre position sur ce dossier. C'est un dossier globalement qu'on estime être de très bonne tenue. Tous les travaux d'exploration, notamment géologique, de la zone de Bure ont été bien faits et confirment plutôt le caractère tout à fait approprié notamment de l'argile localement pour pouvoir accueillir le futur stockage. À l'inverse, il y a un point sur lequel il y a un sujet à traiter, qui n'est pas un sujet neutre, c'est les déchets dits bituminés. Alors j'ai toujours un de bitumé ou bitumineux, il y a plein de... Enfin bref. Voilà, c'est ça. Et surtout qui ont été encapsulés dans une matrice en bitume. Dans du bitume. Alors, 2 difficultés. D'abord, ça correspond pour beaucoup d'entre eux à des déchets anciens, pour la plupart de mémoire du CEA. Et le contenu même en termes radioactifs de ces déchets, on n'en a pas une certitude absolue compte tenu du temps écoulé. Deuxième chose, c'est du bitume. Et le bitume, à partir d'une certaine température, peut créer des risques d'incendie, etc. Et les incendies dans les ouvrages souterrains, ça c'est compliqué. Je rappelle qu'on a un précédent, pas dans le domaine nucléaire en France, qui est l'installation Stocamine. J'étais à l'époque en charge, au moment de ça, je le précise, en Alsace. C'était stockage dans les anciennes mines de potasse d'Alsace de déchets classiques, ultimes, et qui, quelques années à peine après son début de fonctionnement, a dû s'arrêter parce qu'il y a eu un incendie. Un déchet est arrivé, il n'aurait jamais arrivé, et il a créé un incendie, et ensuite l'installation a été complètement arrêtée. Et donc, sur le sujet des bitumes, des déchets radioactifs bitumes, donc on met une réserve d'examen sur ces déchets, compte tenu de leur dangerosité potentielle. C'est pour nous un point important. Donc il y a 2 voies, soit on sécurise plus CIGEO, soit on pré-traite ces déchets, c'est-à-dire en clair, on essaye d'enlever leur potentiel calorifique ou de diminuer fortement avant de les introduire dans le stockage. On a pour l'instant une préférence plutôt pour le pré-traitement, parce que, encore une fois qu'ils sont au fond, c'est évidemment plus compliqué. Mais c'est un point majeur qui reste encore à examiner. Le deuxième point que je voulais évoquer sur CIGEO, c'est que la demande d'autorisation de création est pour l'instant prévue en 2019. Donc ce n'est pas dans très longtemps. Ça va être évidemment un rendez-vous extrêmement complexe, à tout niveau, au plan technique, mais pas que, au plan sociétal évidemment. Donc je voulais attirer votre attention. Dans les débats sur ce type d'objet, il y a souvent l'idée que l'on peut imaginer évidemment qu'un entreposage de long terme puisse faire la même chose et même mieux, plutôt qu'un stockage où on va enterrer en souterrain puis on ferme un jour. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette... Alors c'est vrai à court terme, quand je dis court terme, je vise même la centaine d'années, il n'y a pas aucun sujet à imaginer un entreposage en subsurface. Le seul problème, c'est que les déchets dont on parle, c'est plutôt, ont une durée de vie de nocivité de plusieurs centaines de milliers d'années. Et autant un entreposage, on peut imaginer qu'on ait un contrôle social suffisant pour maîtriser une installation sur une centaine d'années. Ça suppose déjà un peu d'optimisme. Mais imaginez qu'on ait un contrôle social et le prouver sur une centaine de milliers d'années, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une solution responsable. Donc CIGEO, dans son principe, à part ça, nous jouerons notre rôle d'autorité de sûreté sur le projet CIGEO particulier. Mais le principe d'un stockage géologique souterrain en profondeur est la seule, pour l'instant, solution raisonnable, responsable. Je rappelle que, par ailleurs, le Parlement a voté dans la loi sur les déchets, a dit que le stockage de CIGEO devait être réversible pendant une centaine d'années.
avec l'idée et qu'on ne peut pas écarter, que la science nous apporte d'autres moyens de traiter ces déchets. Mais une chose est de dire que le stockage doit être réversible pendant 100 ans, une autre chose est de dire qu'il n'y a qu'à entreposer simplement pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans. Cette solution d'un stockage long terme, d'un entreposage long terme n'a pas de sens, n'est pas responsable. Je tiens à le dire ici. L'autre sujet qui n'est pas mineur, suite à Fukushima, les autorités européennes ont travaillé pour regarder les conséquences des accidents et ce qu'il fallait en tirer comme conclusion sur les mesures de protection en cas d'accident. Et à l'unanimité des autorités européennes, on a dit qu'il fallait en gros élargir les plans d'urgence autour notamment des centrales nucléaires et passer de rayons de plans d'intervention d'urgence, c'est les plans à la main du préfet et du gouvernement en cas d'accident, de 10 km, c'est un ordre de grandeur, 10 km, à 20 km. Donc ça a été approuvé par le gouvernement en 2016 et maintenant reste à déployer cette stratégie de protection étendue autour des installations et notamment des réacteurs nucléaires sur le territoire. Ce n'est pas un sujet neutre, ça a plein d'implications. Ça a des implications sur les concertations locales à faire. On passe d'une zone de 10 à 20, donc ça multiplie la population par un facteur 4-5. Il y a des gens qui vont être concernés par des mesures de protection, alors même qu'ils n'étaient pas concernés, n'avaient pas nécessairement une conscience qu'il y avait une centrale dans leur voisinage. C'est une mesure nécessaire, mais c'est une mesure qui a des implications concrètes. Les commissions locales d'information que nous avons autour de toutes nos installations vont devoir se mobiliser aussi autour de ces questions-là. Au passage, elles ont besoin, elles aussi, de moyens pour pouvoir faire face à ces extensions des périmètres d'intervention. Donc c'est pour moi un sujet, alors avant tout sur 2018, l'année 2017 a été une année assez largement électorale, je crois. Par contre, le déploiement de ces mesures de protection, elle, à mon avis, prendra son plein effet à partir de 2018. Et donc des débats locaux, beaucoup de travail localement à faire pour que les gens comprennent ce qu'on attend d'eux en cas de crise. Et c'est un travail, encore une fois, nécessaire. Je m'arrêterai là. Vous voyez beaucoup d'enjeux. Je vais juste passer rapidement, je suis désolé, j'ai sans doute mordu, passer rapidement la parole à Olivier Gupta, directeur général. Face à ces enjeux, nous-mêmes, on réfléchit à optimiser notre action. Évidemment, tout le monde se doit de le faire par les temps qui courent. Comment optimiser notre action, la rendre plus efficace sur les sujets les plus importants. Rapidement, si vous me permettez, je passe la parole à Olivier Gupta. Merci Pierre-Franck. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, effectivement, je vais dire quelques mots de la manière dont on adapte notre contrôle dans ce contexte. Alors, bien sûr, nous ne partons pas de rien. Nous avons un certain nombre de piliers sur lesquels nous appuyons d'ores et déjà notre action. On a évoqué tout à l'heure le cadre que la loi nous a donné pour exercer nos deux missions qui sont le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'information du public. Je voudrais dire quelques mots aussi du processus de prise de décision de l'ASN. On parle souvent des décisions elles-mêmes. C'est important aussi de bien voir comment se déroule ce processus de prise de décision. Dont on s'attache à ce qu'il soit à la fois rigoureux, collectif et ouvert. Rigoureux d'abord parce qu'une décision sur un sujet complexe, elle émerge d'une instruction que nous pilotons conformément à des procédures. Et ce pilotage, c'est tout un savoir-faire. Il faut identifier les enjeux, entendre l'exploitant, recueillir des avis d'experts, vérifier qu'on a bien fait le tour du sujet. Voilà, c'est effectivement un processus en soi. Processus collectif aussi, et au-delà de la collégialité qui a été voulue par la loi, les décisions sont préparées au sein des services de l'ASN par des personnes qui pèsent ensemble différentes options et leurs conséquences. Et puis, nous faisons appel à une expertise, celle de l'IRSN, mais aussi celle des groupes permanents d'experts qui sont placés auprès de nous, qui elle-même est collective. Et puis, je disais ouvert, parce que nous informons et nous consultons le public sur nos projets de décision, alors directement sur notre site internet, mais aussi indirectement, notamment via les commissions locales d'information. Et c'est extrêmement important parce que les décisions qu'on va avoir à prendre dans les années à venir, que ce soit sur la poursuite d'exploitation des réacteurs, sur CIGEO ou ce genre de sujet, ce sont des décisions qui sont à la fois majeures et puis qui concernent directement le public. Et donc c'est fondamental qu'elles soient prises sous le regard et avec la participation du public.
Troisième point sur lequel je souhaitais insister, nous sommes insérés dans des réseaux d'autorités de sûreté au niveau international. Alors, ça va de soi dans la mesure où les enjeux de sûreté nucléaire et d'radioprotection dépassent les frontières. On a construit des relations de confiance avec nos homologues étrangers qui nous permettent de discuter avec eux de sujets difficiles. Et je peux en donner deux exemples sur l'affaire des ségrégations de carbone. Alors, celle de la cuve de l'EPR et d'autres gros composants. Nous avons échangé avec nos homologues de façon à ce que les standards internationaux prennent mieux en compte à l'avenir ce type de problématique. Et puis, autre exemple, nous entamons un travail dans le cadre de l'association européenne WENRA sur les améliorations de sûreté qui sont raisonnablement envisageables pour la poursuite d'exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans. Donc ça nous sera extrêmement utile dans nos propres processus de prise de décision. Donc voilà, la loi, les processus de décision, nos réseaux internationaux, voilà en quelque sorte le socle. Qu'en est-il aussi des ressources dont nous disposons ? On peut constater que jusqu'à présent, on a obtenu les ressources nécessaires à l'exercice de nos missions. Clairement, nous mesurons l'effort qui a été fait pour le contrôle du nucléaire avec les 50 emplois qui ont été créés entre 2015 et 2017, donc en relation avec l'augmentation de notre charge de travail. Nous avons identifié des besoins pour les 3 années à venir à hauteur, en ordre de grandeur, d'une quinzaine de postes sur l'ensemble de ces 3 années, à la fois pour finir de nous équiper sur les sujets dont a parlé Pierre-Franck Chevet, et puis pour monter aussi une équipe dédiée à la prévention du risque de falsification. Nous avons d'ores et déjà engagé un travail pour renforcer l'efficience du contrôle. Par exemple, nous avons mis en place une classification des installations au regard de leurs enjeux. Nous avons, dans le domaine du nucléaire de proximité, développé un dispositif de télédéclaration. Voilà, et il s'agit bien entendu de poursuivre dans ce sens. Alors, j'en viens maintenant plus directement à ce qui constitue notre réflexion stratégique pour les années à venir. Nous nous préparons à cette situation d'enjeux sans précédent et nous avons travaillé tout au long de l'année sur un plan stratégique et une politique de contrôle, y compris avec une phase d'écoute des parties prenantes, exploitants, ONG, administration, etc. Le maître mot de cette politique de contrôle, c'est l'approche graduée, graduée en fonction des enjeux. Qu'est-ce que ça signifie ? Il s'agit de focaliser le contrôle sur les actions qui produisent le plus grand bénéfice pour la protection des personnes et de l'environnement. Je disais graduer en fonction des enjeux. Pour définir les enjeux, il y a 2 paramètres à prendre en compte. Les risques intrinsèques d'une activité et puis l'appréciation qu'on porte sur la situation. Est-ce que l'exploitant exerce de manière satisfaisante ou non ses responsabilités ? Et donc, dans les domaines ou installations jugées prioritaires, il s'agit de renforcer notre contrôle avec des dispositifs tels que la surveillance renforcée dont on a parlé. Et à l'inverse, et ça va de pair, lorsque les enjeux sont faibles ou lorsqu'on estime que ça va bien, il s'agit de réduire notre contrôle et de le faire explicitement. Et donc, cette approche graduée, nous la mettons en œuvre aussi bien dans le domaine des installations nucléaires de base que dans le domaine du nucléaire de proximité. Et d'ailleurs, en 2017, on a déjà commencé à le faire avec une mission qui a été pilotée par un de nos commissaires, Philippe Chaumet-Riffaut, justement pour identifier et prioriser les enjeux dans le domaine du nucléaire de proximité. Au-delà de l'approche graduée, je voudrais également mettre en avant 3 autres éléments dans cette réflexion sur notre stratégie. D'abord, l'idée que nous continuons de privilégier une approche fondée sur le dialogue technique avec les exploitants. La réglementation française des installations nucléaires de base fixe essentiellement des objectifs. Il y a peu de prescription de moyens, à la différence de ce qui se passe dans certains autres pays, comme par exemple les États-Unis. Nous préférons le dialogue technique parce que fondamentalement nos décisions sont fondées sur une appréciation technique des situations. Et quand je dis technique, j'y inclus les aspects organisationnels et humains qui sont tout à fait fondamentaux en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection. Deuxième élément,
Nous allons mettre en place des évolutions du contrôle, en particulier celles qui sont rendues nécessaires pour faire face au risque de fraude. Un exemple de ça, c'est le fait de développer des inspections chez les fournisseurs, ce que la loi nous permet maintenant. Et puis plus largement, de renforcer la présence au plan qualitatif, la présence de l'ASN sur le terrain. Alors on fait déjà beaucoup d'inspections, on est déjà beaucoup présent sur le terrain, 2000 inspections par an en ordre de grandeur. On est aussi présent pour le contrôle des travaux, notamment lors des arrêts de réacteurs. Il s'agit de regarder comment renforcer encore la capacité des inspecteurs à qualifier et hiérarchiser les écarts. Troisième et dernier élément, nous allons poursuivre notre implication au niveau international et en particulier au plan européen, avec deux objectifs, promouvoir une harmonisation par le haut et puis bénéficier de l'expérience étrangère. On a déjà réussi à faire émerger une doctrine de sûreté au niveau européen, largement inspirée de l'approche française, et donc on va continuer dans cette voie. Voilà, donc au total, l'ASN s'appuie sur un socle que vous avez contribué d'ailleurs à mettre en place et qui est reconnu au plan international. Et puis vous le voyez, nous avons un travail sur la manière d'exercer le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans cette période d'enjeux sans précédent. Merci. Je vous remercie de ces deux présentations qui sont absolument passionnantes. Pour permettre à chacun de préparer sa question, je vais poser une première question, céder la parole à Cédric et vous donner la parole et peut-être profiter de la présence de Christophe Bouillon qui doit nous quitter pour qu'il nous donne, puisque Cigéo a été interpellé à travers les déchets moyenne activité, vie longue, enveloppés dans le bitume, quel est le point de vue de l'ANDRA. Mais je voulais vous poser une question. Cher Président, quels sont les moyens humains dont vous disposez et quelle est la carrière d'un contrôleur? Je veux dire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient d'où, qui va où et qui reste combien de temps? Parce que l'aspect humain n'est pas complètement négligeable dans l'autorité intellectuelle et morale de l'ASN. Donc, à la fois l'importance et la qualité. Alors, je prends ça comme une question non personnelle. Globalement, la plupart de... Alors, nous sommes 500. 500 à l'ASN et notre appui technique, l'IRSN, met à disposition de notre action à peu près 500 personnes. Donc, si vous voulez retenir un chiffre, on est 1000 en France pour assurer le contrôle de ce parc industriel nucléaire qui, encore une fois, qui n'a pas beaucoup de précédents à l'étranger. C'est un chiffre qui est assez raisonnable, finalement, par rapport à ce qu'on voit à l'étranger. Du côté de l'ASN, la plupart de nos personnels, les inspecteurs, sont des ingénieurs. Certains ont Ils sont contractuels. Non, la plupart sont fonctionnaires, en position normale d'activité, pour rentrer un peu plus dans le détail. Ils travaillent à l'ASN. Ils ont une formation particulière quand ils arrivent, qui dure entre 6 et 9, voire 9 mois pour avoir leur carte d'inspecteur et avoir le droit d'inspecter dans les différents domaines que nous contrôlons. Par contre, ils appartiennent à un corps de l'État, et un corps de l'État qui, quelque part, a des règles, mais qui nous vont, qui les font rester en poste 4, éventuellement 5 ans, mais au bout de ce genre de durée, ils partent ailleurs. Mais ils peuvent revenir, et beaucoup d'entre eux reviennent d'ailleurs chez nous. On peut dire oui, c'est pas bien, ils s'en vont, donc on perd la formation, l'investissement en formation. Oui, mais quand ils partent, ils vont voir d'autres choses, et d'autres choses qui, quand ils reviennent, nous apportent, nous, beaucoup de choses. Notamment, je pense, je l'ai cité d'ailleurs moi-même, parce que c'est aussi une partie de mon expérience, le domaine du contrôle des installations classiques, non nucléaires, les Céveso, les sites chimiques, etc., est une école extrêmement proche, enfin de la sûreté, d'approche de la sûreté, qui est extrêmement proche dans ses principes de ce que nous mettons en œuvre dans le domaine du nucléaire. Et d'ailleurs, une large part des textes applicables au nucléaire sont d'une inspiration extrêmement forte dans le domaine de l'environnement. Et donc des gens qui ont cette double expérience, voire des gens qui sont partis ailleurs, hein, qui sont allés dans des ministères économiques, sont aussi des choses qui apportent à la culture générale du système. Donc quelque part, alors ensuite tout est une question d'équilibre, mais voilà, ça apporte une sorte de rafraîchissement et d'enrichissement continuel à la structure qui fait que voilà,
c'est des gens assez dynamiques et assez ouverts. Voilà, je dis ça, peut-être les exploitants. Et votre implantation pas sur le cette impression. territoire, comment est-elle organisée? C'est une de nos caractéristiques par rapport à d'autres AI. On doit être l'une des rares à avoir un réseau sur le terrain. On a un réseau de 10 offices régionaux, 10 ou 11 d'ailleurs, 11, pour couvrir l'ensemble du territoire national. Donc les gens sont regroupés en général dans les capitales régionales, à peu de choses près, et ensuite exercent leur mission en partant de la capitale régionale pour aller sur le terrain. On n'a pas pris le parti en France, contrairement aux États-Unis, d'avoir ce qu'ils appellent des inspecteurs résidents, c'est-à-dire des gens qui sont à poste fixe avec un bureau sur la centrale, dans l'installation, pour des raisons d'indépendance. D'accord. Dernière question sur cette gestion. Est-ce qu'il y a des règles de déontologie? C'est-à-dire, c'est des ingénieurs fonctionnaires de l'État. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient ensuite détachés à EDF, chez Areva ou au CEA? Alors, la loi s'applique. Pas forcément d'ailleurs une tragédie, mais qu'en pensez-vous et comment les choses se font-elles? Alors, juste un rappel, la loi qui s'impose à nous l'interdit. Mais c'est la loi qu'a votée le Parlement, donc je fais une confidence, je ne connais pas toutes les lois, non, celles que j'ai votées. C'est une loi générale, en l'occurrence qui s'applique aux fonctionnaires. En gros, il y a une période de 3 ans. De toute manière, où on ne peut pas prendre de position chez des gens qu'on a contrôlés. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver puisque nous avons eu l'occasion d'avoir une audition informelle préalable à laquelle s'était jointe la députée Émilie Cariou, qui est la référente de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du côté de l'Assemblée nationale pour le nucléaire. Et j'aimerais souligner l'importance de ces échanges réguliers et vous remercier sincèrement pour le soin que vous apportez à la qualité de ce contact. Je vous avais interrogé à l'époque, par exemple, sur la nature des risques liés aux activités nucléaires sur le plateau de Saclay, leur incidence sur les projets d'aménagement, par exemple le métro, la future ligne 18 ou l'exposition universelle, donc leur incidence sur ces projets. Et vous m'avez adressé en réponse une note très détaillée qui fait le tour des questions que je vous avais posées, montrant en particulier la subtilité et la complexité de certaines de ces questions. Et je vous remercie de répondre de vos réponses exigeantes de façon générale. Je rappelle que le président de l'IRSN a été auditionné tout récemment sur des sujets très liés, ainsi que sur la détection de ruthénium en Europe, en France, une audition à laquelle les membres de l'Office parlementaire étaient conviés. Je rappelle que vous avez été entendu le mois dernier par nos collègues de la Commission du développement durable sur les questions de sécurité physique des piscines d'entreposage et combustibles usés et planification de l'arrêt de certains nucléaires et puis la gouvernance de la sûreté. Et puis, ça s'inscrit aussi du côté du développement durable dans le cadre de la préparation d'une mission d'information sur la sûreté nucléaire récemment évoquée par la présidente Barbara Pompili. Donc il y a une grande diversité de questions et des contacts accrus. Vous avez souligné qu'on est dans un contexte d'augmentation des enjeux, des sujets complexes et le contact et le dialogue exigeant sera important pour la suite. Sur toujours le même sujet, la sécurité des centrales nucléaires, avec notre collègue Émilie Cariou, nous avions demandé il y a un peu plus d'un mois à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe la production d'un rapport d'inspection sur les conditions d'intrusion de l'association Greenpeace sur le site de Cattenom. Nous avons souhaité par la même occasion entendre le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale sur les risques potentiels liés à une attaque malveillante, risque qui ne relève pas de votre périmètre de compétences et d'expertise tel que je le comprends. Une nouvelle intrusion
s'est produite sur le site de Cruas-Meysse en Ardèche. C'est un sujet qui est d'actualité. Nous avons reçu une réponse positive ce matin même. Nous serons donc en mesure de continuer ce dossier en auditionnant le SGDSN, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, ainsi que le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire. Je voudrais, avant de laisser la parole à mes collègues, vous demander un petit point de situation pour nous revoir la question des installations nucléaires du Tricastin, dont le redémarrage est prévu tout prochainement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une situation qui est entièrement sous contrôle ? Également, vous demander de repréciser, même si vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, sur ces questions de falsification que vous avez évoquées, comment, en termes très clairs et pour rassurer nos concitoyens, on va mettre en place les procédures pour éviter que de tels manquements se reproduisent à l'avenir. Merci de ces questions. Je rebondis sur l'évocation des problèmes de sécurité. Donc, nous ne sommes pas en charge, effectivement, à part sur les sources radioactives, je l'ai précisé, ça c'était un apport de la loi de transition énergétique. Juste préciser qu'à l'étranger, c'est effectivement dans l'ensemble les autorités de sûreté nucléaire qui exercent aussi une mission dans le domaine de la sécurité. Alors pas sur l'ensemble du champ, évidemment, aucune autorité de sûreté étrangère n'exerce un pouvoir sur les forces d'intervention pour mettre fin à la menace, etc. Ça relève des préfets, du ministère de l'Intérieur, etc., partout. À l'inverse, une fois qu'il y a une agression, quelle qu'elle soit, naturelle ou malveillante, la manière dont on conçoit l'installation pour qu'elle, techniquement, pour qu'elle soit en mesure de faire face, ça, parce que c'est une question technique, est confiée aux autorités de sûreté nucléaire dans l'ensemble, dans la plupart des pays. Et c'est ça la logique, évidemment, il ne s'agit d'aucune manière d'imaginer un système où une autorité de sûreté s'arrogerait des droits de faire exercer l'intervention publique, de protection du public. Ça n'a pas de sens. Tricastin. Donc nous avons été amenés, alors là aussi c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le principe des revues de conformité, aller revérifier que les choses ont bien été construites telles qu'elles auraient dû être construites. Et ça c'est une sorte de prérequis de base si on veut imaginer la prolongation au-delà de 40 ans. Parce qu'une chose, j'ai évoqué les améliorations de sûreté, mais avant de parler des améliorations de sûreté, il faut déjà vérifier qu'on est dans les clous. Donc principe de base, revue de conformité, alors on en a lancé, EDF s'est inscrit dans cette demande. Au passage, je précise à nouveau, on en a d'autres, des comme ça, revues de conformité. Donc il faut peut-être s'attendre à ce qu'elle marche et qu'elle trouve des choses à l'avenir. Mais encore une fois, c'est un prérequis au rendez-vous des prolongations au-delà de 40 ans. Tricastin, donc c'est la revue qui avait été demandée sur l'état de la digue. Tricastin est situé au droit d'une portion du canal d'Onzère-Mondragon, plutôt sous le niveau des eaux du canal, et le canal est juste à côté de la centrale. Simplement, en revérifiant ces derniers mois l'état de la digue, ils se sont aperçus qu'elle n'avait pas les caractéristiques requises pour tenir au séisme, et notamment au séisme qui avait été retenu au dimensionnement de Tricastin. Et si on supposait un tel séisme, la digue s'efface, le canal se répand sur la plateforme industrielle, et quand on regardait ce qui se passait derrière, on allait peu ou prou vers un scénario type Fukushima, sans possibilité d'y remédier. Dans ces conditions-là, et à cause de cela, nous avons pris la décision d'arrêter, le temps que la digue soit remise un peu en état, j'y reviens, d'arrêter notamment les 4 réacteurs, ainsi qu'une des installations d'Areva, parce que c'est aussi un site Areva pour partie, compte tenu de ces enjeux-là en termes de sûreté. Probabilité faible d'un séisme, c'est vrai. À l'inverse, conséquence que nous estimons inacceptable. C'est une appréciation, mais ça me paraît relativement clair dans le cas d'espèces. EDF a fait un certain nombre de renforcements de la digue. Les travaux sont finis. Notre appui technique a regardé, a refait des calculs de vérification que les travaux amélioraient l'état de la digue. Et nous sommes dans le processus dans les prochains jours. On attend encore l'avis de l'IRSN et on se prononcera aussi vite que possible, qui permettra d'autoriser au moins celles qui peuvent le faire, les tranches à redémarrer. Petite précision, il s'agit de renforts. On a demandé des renforcements pour aller vers ce que l'on appelle un séisme majoré de sécurité, qui est le séisme de dimensionnement classique. Petit bémol, suite à Fukushima, sur l'ensemble des centrales en France,
on a demandé à ce qu'il y ait une protection accrue vis-à-vis des risques de séisme. Donc il y a un séisme encore supérieur et qui nécessitera sans doute d'autres confortements dans les toutes prochaines années pour que la centrale soit au niveau post-Fukushima. Ça ne nous empêche pas de la faire redémarrer probablement dans les prochains jours, enfin, dès qu'on aura les avis et les informations nécessaires. À l'inverse, il y aura encore des travaux de confortement de la digue pour la mettre, cette fois, au niveau post-Fukushima. Voilà. Alors ça, c'est sur Tricastin. Falsification, donc on a donné quelques exemples, plus de présence terrain, plus de présence au moment sensible, au moment où sont faites des mesures, notamment, et où sont consignés les résultats des mesures. Un autre sujet que l'on a en tête. Pardon, donc en dépêchant certains de vos... Alors, soit des gens de chez nous, soit ce qu'on appelle des organismes agréés qui travaillent pour notre compte et que l'on peut envoyer aux frais des exploitants d'ailleurs, enfin des industriels, sur place, mais mandatés par nous. Donc on peut augmenter cette présence et surtout la focaliser aux moments les plus sensibles. Il est évident quand il y a des opérations où il y a un nombre très très limité de personnes qui sont là, elles sont plus favorables, entre guillemets, à laissent plus de possibilités de fraude que quand il y a plein de gens autour d'un objet, c'est évident. Donc il y a des moments plus sensibles dans les processus de fabrication. Dernière grande idée, mais il y en a d'autres, hein. On le détaillera très prochainement d'ailleurs et discutera d'ailleurs avec les parties prenantes. Dans le cas du Creusot, les mesures qui auront été potentiellement, qui ont pu faire l'objet de fraude, ont été faites par un laboratoire interne. Ça ne veut pas dire que c'est le laboratoire interne qui a modifié les chiffres, mais simplement c'est des choses qui se passaient dans un environnement extrêmement restreint, avec une entreprise, un laboratoire qui dépendait directement de l'entreprise qui fabriquait. On peut imaginer de demander plus de contrôles faits par des laboratoires tiers, laboratoires eux-mêmes agréés, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des contrôles et des mesures internes. Hein. Dans un processus de fabrication, c'est bien que les mesures aient lieu au plus près de la chaîne, mais par prélèvement, suivant un plan à définir, faire réaliser des mesures tierces et puis tout simplement comparer. Ça fait partie des moyens. Voilà. Avant qu'il ne nous quitte, Christophe, sur les déchets moyenne activité, vie longue, enrobés dans le bitume, dans leur fût de 225 litres. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais excuser le fait que je ne puisse pas rester, mais c'est l'apanage à partir d'un petit groupe. On est souvent mobilisé sur plein de sujets. Je dois intervenir à 11h à l'Assemblée sur la GEMAPI. Vous permettrez que je ne m'exprime pas en qualité de président de l'ANDRA, qui est une fonction du conseil d'administration de l'ANDRA, qui est une fonction non exécutive. C'est aujourd'hui l'audition de l'ASN. Pourra m'exprimer quand ça sera l'audition de l'ANDRA, par principe, et je crois que c'est aussi un bon principe qu'on doit faire pratiquer. Mais ça me permet malgré tout, en tant que membre de l'Office, de poser des questions à l'ASN. La première, c'est en ce qui concerne les moyens. On dit habituellement que la fin justifie les moyens. Vous avez indiqué un plan de charge qui est conséquent. Il y a la question de la prolongation, il y a la question de CIGEO, il y a la question du démantèlement. On voit bien que dans les 3-4 années qui vont venir, il y a des décisions importantes et des avis ou des observations qui sont très attendues. Vous avez laissé penser que vous êtes satisfait des moyens qui vous sont donnés actuellement ou ces dernières années, mais comment envisagez-vous de répondre à ce mur d'avis et de contrôle en termes de moyens? J'ai cru comprendre dans la bouche du directeur général qu'il y avait un plan stratégique. Est-ce que ça correspond à cela, c'est-à-dire une montée en charge quelque part du niveau de compétences qui sont attendues? Ma deuxième question concerne, on va dire, la confiance. C'est vrai que la notion d'autorité s'appuie sur la confiance. Vos avis sont connus. Qu'en est-il du suivi un peu de ces avis? Pour reprendre ce que disait Cédric Villani, c'est vrai que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a une traçabilité? Est-ce que vous rendez public aussi les suites qui sont données à l'ensemble des recommandations ou avis que vous formulez? Enfin, ma troisième question concerne l'information du public. On voit qu'il y a une exigence, et elle est légitime aujourd'hui, forte de la part de la population. Vous êtes dans l'ère de l'open data, les informations sont à disposition, mais comment vous participez, j'ai envie de dire, à la pédagogie de ces avis
On voit bien que chaque mot compte. On l'a vu récemment où il y a des ambiguïtés qui existent, des confusions, parfois entretenues, entre sécurité et sûreté, par exemple. Mais quand il y a des avis et des recommandations, ils sont écrits à l'encre de la technique, et c'est normal. Et en même temps, ils sont rendus publics. Et comment vous participez, vous contribuez, ou vous pouvez contribuer dans les moments qui vont venir, à rendre, j'ai envie de dire, compréhensible par le plus grand nombre vos avis, même si c'est sans doute pas votre rôle, mais je pense que c'est important parce qu'on voit parfois que les avis sont utilisés à d'autres fins, et je crois que c'est important aussi de participer à la pédagogie de ce que vous émettez par ailleurs. Merci. Alors, sur les moyens, Olivier Gupta en a parlé. On a effectivement eu un renfort de 50 personnes dans les administrations de l'État. En général, ça commence plutôt par moins, les chiffres. Hein. On a eu plus 50 sur 500, donc plus 10%. Ce n'est pas négligeable. On en attend, idéalement, dans les 3 ans à venir, plus 15 encore. Et moyennant ça, on pense qu'on sera à peu près en état de faire au mieux, notamment vis-à-vis de l'ensemble des avis qui sont devant nous. Sachant que ce n'est pas parce qu'on embaucherait un peu plus de gens là maintenant. Les avis dont on parle, c'est des avis qui nécessitent des experts de très haut niveau, très expérimentés. Donc le temps de faire monter en puissance les personnes qu'on embaucherait, ça serait peut-être un peu trop tard. Alors ça peut permettre par des swaps de décharger certains experts de tâches de moindre qualification, mais enfin, globalement, avec ces plus 15, ça va. À un bémol près, on l'a mis dans l'avis, on rend tous les ans un avis public sur nos moyens, et la plupart du temps aussi sur les moyens de l'IRSN. Et c'est public. Donc cet avis pour le triennal à venir est public, donc c'est là où on retrouve le plus 15. Ce plus 15 est calculé sans tenir compte de changements dans la politique énergétique. S'il y a des nouveaux projets qui arrivent, que ce soit un EPR nouveau modèle, ou un nouveau modèle, ou un nouveau type de réacteur, voilà. Ça, c'est pas dedans. Si ça arrive et que c'est décidé, donc on s'en est tenu aux décisions prises. Mais s'il y a d'autres décisions qui amènent une surcharge, là, on reverra, entre guillemets, notre copie et l'addition. Mais encore une fois, globalement, on a été, je tiens à le dire, globalement bien traité. Encore une fois, on a parfaitement conscience du contexte général budgétaire de la France. Et voilà, la plupart d'entre nous sont également contribuables. Voilà. Sur les aspects publics. Alors, oui, c'est un peu compliqué. Hein. Nos avis, ils sont parfois un peu compliqués, ça je le reconnais, même pour nous, parfois. Alors, en termes de participation du public, toutes les grandes décisions, et même au-delà de ce que prévoit la loi, font l'objet d'une mise sur Internet, un temps minimal, on récolte les avis, on essaie d'en tenir compte. Ça, c'est fait. Ça n'enlève rien à la question que vous posez, c'est-à-dire que comment on accède ou comment on comprend ce qu'il y a derrière. On a engagé, on l'a fait notamment parce que malheureusement l'actualité de toute façon nous l'a imposé, que ce soit sur la question de la cuve de l'EPR, qui était un sujet à la fois extrêmement important mais extrêmement compliqué. Il faut avoir des connaissances de mécanique assez pointues pour arriver à comprendre ce qui se joue derrière ça. Et donc on a engagé avec notre appui technique, l'IRSN, une démarche de cycle de formation, information, question. Alors pas pour l'ensemble du public, hein, c'est nécessairement une sous-partie des gens, notamment de l'Association nationale des CLI et des CLI intéressés pour essayer de les former. C'est des gens qui ont participé au groupe permanent d'experts qui a eu lieu sur le sujet de la cuve de l'EPR. Ils avaient intérêt de former un peu avant pour arriver à comprendre ce qui se disait, parce que c'est quand même très, très technique. Et c'est plus généralement dans l'esprit de l'approche graduée d'ailleurs qu'on évoquait, l'idée d'en faire plus en termes non seulement d'information, mais de participation, ce qui suppose une formation sur les sujets les plus importants, nous paraît importante. À l'inverse, peut-être, il faudra aussi qu'on regarde, parce qu'on a beaucoup de consultations, objectivement, qui n'ont pas un grand succès, voire aucun succès, où il y en a 2 qui écrivent, et on s'est glissé, et c'est des anciens de, je ne sais pas quoi, 3 petits points, et on sait par avance ce qu'ils vont dire. Donc on sent bien qu'il y a une limite aussi du côté bas, on dirait, à ce processus de consultation qui, objectivement, n'apporte rien sur des décisions, évidemment, de faible ampleur, et à l'inverse, qui pourrait rapporter beaucoup plus sur des discussions importantes. Je prends la question que vous m'avez posée, vous deux d'ailleurs, implicitement, sur est-ce que sur les falsifications, on est sûr qu'il n'y a pas des dossiers qui ont été jetés. Un certain nombre de personnes du public
Alors, sur la cuve de l'EPR, nous ont fait remarquer que vous n'êtes pas sûr que ça n'a pas été jeté. Et c'est d'où ma réponse, mais c'est une excellente question et c'est venu du public. Alors, je dois dire que sur la cuve de l'EPR, dans les 13 000 contributions, il y en avait plus de 90% qui étaient « j'aime pas le nucléaire » ou « j'adore le nucléaire ». On savait d'où ça venait à peu près. C'était totalement prévisible. Et ce n'est pas ça qui nous a permis d'orienter notre décision, ça c'est clair. Mais à l'inverse, il y en avait quand même une partie qui était renvoyée au fond technique de la décision et qui ont été tout à fait utiles. Donc en faire plus sur les sujets importants, et ça suppose de la formation et pas mal d'efforts d'ailleurs de notre part, et puis peut-être un peu moins sur des sujets qui fondamentalement n'appellent jamais de commentaires du public. Qui souhaite intervenir ? Madame Karim. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, j'ai quand même beaucoup de questions, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises le problème que peut poser l'arrêt de plusieurs réacteurs en même temps, et notamment en termes de difficultés d'approvisionnement en électricité. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui sur les moyens d'approvisionnement en électricité alternative au nucléaire en cas d'arrêt d'un ou plusieurs réacteurs? Concernant les problèmes de méthodologie de contrôle, donc sur les écarts de conformité ou les fraudes que vous avez pu constater, donc vous avez parlé de suivi de ce que vous avez constaté, mais ne peut-on intervenir en amont, c'est-à-dire en faisant intervenir notamment des laboratoires agréés, comme vous l'avez dit, y compris sur les approvisionnements futurs en matériaux dans les nombreux travaux qui vont avoir lieu à l'avenir. Concernant le financement, donc en tant que commissaire aux finances, j'ai déposé un amendement pour augmenter le plafonnement des ressources de l'IRSN. Donc ce dernier n'a pas été adopté. Néanmoins, face à l'augmentation des enjeux auxquels l'ASN est confrontée, la question du financement se pose de la même manière pour l'ASN. Donc vous avez effectivement partiellement répondu sur les moyens humains, mais en 2014, l'ASN avait préconisé de mettre en place des contributions directement assises sur les grands exploitants sous le contrôle du Parlement. Cette solution n'avait pas été retenue. Néanmoins, l'architecture actuelle du financement de l'ASN vous semble-t-elle toujours adaptée? Et sinon, à combien estimiez-vous les carences financières pour mettre en adéquation vos budgets aux enjeux, notamment du démantèlement et du grand carénage, ainsi que des multiples mises en conformité? Concernant la cuve de l'EPR de Flamanville, le 10 octobre 2017, l'ASN a rendu son avis sur l'anomalie de la composition de l'acier du fond et du couvercle de la cuve du réacteur EPR de Flamanville. L'ASN considère l'anomalie de l'acier de la cuve, que l'anomalie n'est pas de nature à remettre en cause la mise en service de la cuve, sous réserve de réalisation de certains contrôles spécifiques lors de l'exploitation de l'installation. Or, dans le même temps, l'ASN prévient qu'en l'état, la faisabilité technique du contrôle de la cuve n'est pas acquise aujourd'hui. Donc, face à ce que nous, à la lecture, on peut qualifier de contradiction, donc cet avis nous préoccupe un peu. Est-ce que la protection du public n'impliquait-elle pas de devoir attendre la mise au point de la faisabilité complète des contrôles de la cuve? Ensuite, vous avez évoqué, et nous en avions déjà parlé quand nous vous avons rencontré avec Cédric Villani, donc vos inquiétudes sur les capacités financières de nos acteurs économiques usant du cycle nucléaire à faire face aux travaux d'amélioration, de sécurisation ou de prolongation des centrales. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vos recommandations sont relayées en termes d'obligations comptables chez ces acteurs économiques? Qui vérifie la faisabilité financière de la mise en œuvre de ces recommandations? Et qui vérifie donc cette articulation entre vos avis et la prévision dans les comptes de nos gros acteurs industriels? Enfin, bon, je ne reviens pas sur les déchets bitumineux parce que je pense que là, il y a votre avis, il y a celui de l'IRSN. Donc, il y a des travaux qui vont être réalisés. J'imagine que des experts vont confronter aussi leurs avis sur la question. Et donc, on suivra ce sujet qui impacte le programme CIGEO à l'avenir. Et je vous fais grâce de mes autres questions pour laisser parler mes collègues. Et pardon, je me permets d'ajouter un petit mot juste dans la foulée de ce que disait ma collègue sur la question des bitumineux, la question CIGEO. Nous avons entendu sur ce sujet la CNE2 qui nous a recommandé, en particulier, qui disait que
la recommandation principale qu'ils avaient faite, c'était la mise en place d'une expertise indépendante avec des experts étrangers sur ce sujet de, effectivement, comment garantir qu'il ne va pas y avoir de combustion spontanée se produisant sous l'effet des matières radioactives. Et juste un mot peut-être pour dire si vous partagez cette conviction que la première urgence en la matière est la mise en place de cette expertise. Merci. Alors, sur l'arrêt simultané de plusieurs réacteurs, c'est un message théorique de ma part que j'ai porté dans le cas du précédent débat sur la transition énergétique, que je passerai à nouveau s'il y avait un tel débat et si on était appelé à contribuer au débat. C'est un point absolument central, sans mauvais jeu de mots. On a pris le parti en France de construire un parc de réacteurs standardisé. Et c'est plutôt un bon parti, y compris en termes de sûreté. Alors ça a été un bon parti économique. Ça a été aussi globalement, dans la longue durée, un bon parti en termes de sûreté, parce que l'objet étant relativement unique, quand il avait un problème, c'était assez simple de mettre en place une réparation et surtout de la mettre en œuvre, de la déployer ensuite. Mais alors ça, c'est l'avantage, et ça a été globalement un avantage. Sauf que ça ne marche que si on voit les anomalies à un stade suffisamment précoce. À l'inverse, si elles sont suffisamment développées ou trop développées, on peut être amené, nous, pour des raisons de sûreté, à demander l'arrêt simultané de plusieurs réacteurs pour faire des choses. Et là, évidemment, on arrive à la situation où, brutalement, sans nécessairement beaucoup de signes avant-coureurs, parce qu'il y a un jour on trouve une anomalie, mais avant on ne l'a pas trouvée, on est amené à prendre, en l'espace d'une semaine, c'est rarement en urgence une journée, en l'espace d'une journée, d'une semaine, pardon, on est amené à prendre une décision d'arrêt d'un certain nombre de réacteurs. C'est exactement ce qui s'est passé l'hiver dernier, quand on a été amené sur les problèmes d'excès de carbone, à demander l'arrêt de 12 réacteurs potentiellement concernés sur leur générateur de vapeur. Alors, on ne l'a pas imposé dans la semaine, d'ailleurs, l'arrêt, on l'a étalé sur 2-3 mois. Simplement, l'hiver a été un hiver, l'hiver dernier, un peu difficile, notamment en termes de température en janvier-février. Et on est passé très très près d'un problème majeur d'équilibre du réseau. En tout cas, ça aurait imposé de commencer à organiser des coupures tournantes chez nos concitoyens. Donc c'est quand même un stade très avancé pour la protection du réseau et qui commence à devenir très impactant, y compris avec des risques pour les personnes. Quand vous coupez l'électricité brutalement sur un quartier, les gens ils sont là où ils sont, mais sans lumière brutalement, il peut se passer des choses. Alors on n'est pas arrivé là, mais on aurait pu. Et c'est arrivé juste l'hiver dernier. Je rappelle aussi que les derniers événements classés au niveau 2 des derniers mois, c'est passé très juste. Alors, comme c'était les derniers mois, c'était pas l'hiver, mais c'est des anomalies génériques. On a eu des problèmes sur les diesels. Il y a eu c'est des sujets génériques. Tricastin, c'est quand même 4 réacteurs. Voilà, c'est des sujets qui sont, ça arrive. On n'est pas dans le domaine de l'accident, ça arrive. Et le message que nous portons et que nous porterons, c'est qu'il faut que le système électrique soit dimensionné pour faire face à ce genre d'événement qui est encore une fois tout à fait réaliste. Ça veut dire en gros qu'il y ait des marges. Là, j'arrête mon propos. Vous avez demandé avec quoi. Là, j'arrête. Je ne suis justement pas en charge de la politique énergétique. J'ai quelques idées dessus de par mes fonctions précédentes, mais je m'arrête là. Ça peut renvoyer à réserver des capacités d'effacement chez des grands consommateurs en plus, ou des capacités de production en plus, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça s'achète. Mais là, je rentre dans un débat qui n'est pas le mien, ou d'avoir des marges. Mais en tout cas, il faut des marges, qu'elles soient sur la conso ou la production, pour faire face à ça. Voilà. Sur les falsifications, oui, des labos agréés intervenant plus en amont à la réception des matériaux ou des matériels, oui, c'est bien ça qu'on a en tête. Et ensuite, simplement, il faut les mettre au bon endroit au bon moment, quoi. Donc, il y a une réflexion. Parce que là, on a plutôt en tête le cas du Creusot avec des gros équipements. Mais ce qui a été vu à l'étranger et qu'on ne peut pas exclure chez nous, c'est des objets beaucoup plus petits, des cartes informatiques, de la petite robinetterie, des choses comme ça. Donc, il faut adapter ce genre de mesures aux objets qu'on cherche ou qu'on suspecterait de l'objet de fraude. Alors, sur le financement, on a répondu sur les moyens humains, c'est encore une fois l'essentiel de nos besoins. Le fait qu'on soit à peu près satisfait de ce qu'on a eu, encore une fois, sauf changement de la politique énergétique,
C'est vrai, mais je persiste à penser que notre financement, qui est sur une base budgétaire classique, est un vrai sujet. Je pense qu'à moyen terme, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, il faudra peut-être aussi qu'on baisse ou qu'on monte, moi j'en sais rien, un financement sur une taxe affectée sous le contrôle du Parlement, encore une fois, évidemment il ne s'agit pas d'un chèque en blanc d'aucune manière, qui existe dans d'autres pays du monde, est un système qui permet beaucoup de s'ajuster à la hausse quand le besoin s'en fait sentir, à la baisse évidemment quand il y a moins de besoin. Je persiste dans l'idée, il n'y a pas d'urgence puisqu'on a eu quand même un certain nombre de renforts, mais je pense qu'à moyen terme, c'est quand même une question absolument essentielle. Alors, la décision sur la cuve de l'EPR, typiquement, c'est une bonne illustration d'une décision compliquée, avec beaucoup de... parce que le sujet est compliqué, tout simplement. Alors, je résume. L'anomalie, encore une fois, sérieuse, d'excès de carbone dans la cuve, fait qu'in fine, les marges, la robustesse de la cuve est moindre que si elle n'avait pas eu l'anomalie. Néanmoins, quand on fait les calculs, ça passe encore, pour faire simple, mais de manière relativement limite. Donc d'où notre position qui est de dire on peut imaginer de la mettre en service. Mais à quoi servent ces marges? Ces marges servent à faire face à ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire en gros des dégradations qui interviendraient, qu'on ne connaît pas, donc je ne vais pas vous les... qui interviendraient après la mise en service, typiquement des corrosions, des problèmes de vibration, tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça qu'il y a des marges. Et ce qu'on a dit, c'est conclusion, comme les marges sont réduites, elles restent positives, mais elles sont réduites, il faut aller voir en service comment évolue la cuve de manière à détecter cette dégradation que je ne connais pas. Sur le fond de la cuve, ce contrôle est possible. On le connaît, il marche. Donc le fond de la cuve, pas de problème, moyennant le contrôle. Par contre, le couvercle de la cuve, ce contrôle ne marche pas. EDF nous a dit si, ça serait possible, mais ils n'avaient pas dit c'est disponible. Et nous, on pense que, il ne faut pas insulter l'avenir, hein, que concrètement, ce contrôle sera extraordinairement difficile à développer. Ça prendra probablement des années pour que ça soit un vrai contrôle industriel. Et je ne voulais pas qu'on se retrouve dans la situation où EDF fait de la R&D pendant 10 ans, le couvercle est encore en place, et il n'est toujours pas changé, et le risque, par contre, s'accroît à cause que plus le temps passe, plus les dégradations sont possibles. D'où la demande qui a été faite de changer le couvercle d'ici 2024. Et puis s'il y a une bonne nouvelle dans le domaine du contrôle, on la prendra. Mais je ne veux pas que le temps joue en défaveur de la sûreté. D'où la décision. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est ça le sens de la décision. Obligation comptable, effectivement, on en avait parlé. Alors, il n'y a pas de système d'obligation comptable avec... Alors il y a un certain nombre d'objets qui font l'objet de provision. Typiquement, la gestion du démantèlement et des déchets font l'objet d'une provision. Ça, c'est la loi française. Par contre, des provisions vis-à-vis de tous les investissements de sûreté prévus, souhaités, envisagés, ça n'existe pas actuellement. Je ne sais pas s'il faut instaurer un tel mécanisme. Moi, ce que je dis, et je le répète avec beaucoup de constance, ça vise avant tout tous les gens qui peuvent contribuer au bon financement des entreprises en question. Donc, il y a les recapitalisations qui sont prévues. On en a encore fait à 7 heures, en tout cas. Il y a des questions, je suis désolé d'employer des gros mots, mais les questions de tarifs jouent évidemment sur les équilibres économiques, en tout cas, je pense à EDF. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez bien à qui s'adresse au principal ce constat-là. Alors aux entreprises, mais à tous les gens qui se penchent sur leur berceau. Cigéo. Juste un petit commentaire que je n'ai pas fait sur le problème technique des déchets bitumineux. C'est effectivement le problème d'incendie, comment il se déclenche et ensuite comment on le gère. Le comment on le gère, c'est compliqué. La voie du comment on le gère, pour l'instant, je ne vois pas encore très bien comment on a une garantie vis-à-vis de tout incendie qui surviendrait sur le stockage, sauf à séparer les colis d'une telle distance que ça en deviendrait industriellement probablement non raisonnable. Donc il y a un vrai sujet, c'est très compliqué. Je voulais juste rapporter, ce n'est pas uniquement un problème d'expertise technique, parce que la probabilité d'un incendie, si on imagine des scénarios habituels, oui, on peut en discuter avec les experts. Il y a d'autres scénarios, on a évoqué les actes de malveillance, qui, eux, pour arriver à en éliminer la probabilité, ça suppose quand même, et je rappelle que quand même c'est une installation qui va être exploitée sur une centaine d'années. Voilà. Donc je ne sais pas ce que sera enfin, à moins que quelqu'un ait une vision, moi j'en ai pas une vision de ce que sera l'ambiance, on va dire,
sur les 100 ans à venir. Donc il ne faut pas que dans la discussion, on s'enferme uniquement sur les enjeux de sûreté. Il y a aussi d'autres enjeux qu'on ne peut pas nécessairement prévoir maintenant, les enjeux de sécurité. Et là, quand vous imaginez voilà, ce genre de situation, il y a des scénarios qu'on ne peut peut-être pas exclure si facilement. Alors, Madame Préville souhaite intervenir, Monsieur de Ganay également. D'autres intervenants, Madame Lassarade. Donc, de Madame Préville. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, beaucoup de questions techniques ont déjà été évoquées, mais je reviens quand même sur le stockage des déchets bitumineux qui sont très qui m'inquiètent. Non seulement parce que le contenu radioactif apparemment n'est pas entièrement déterminé, le fait que ce soit enrobé dans du bitume, hydrocarbures, donc possibilité d'incendie et d'inflammation assez rapide. Et je reviens aussi sur les falsifications, et notamment pour vous demander de réaffirmer qu'une action en justice sera menée, parce que cela provient, à mon avis, surtout du fait que dans la population, parce que les gens qui ont falsifié voilà, n'ont pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir, certainement, et que donc le déficit et le défaut d'information dans la population pose problème à tous les niveaux, enfin, à mon avis. Et il faut également établir une relation de confiance absolument avec toute notre population. Je vais aller un petit peu sur des sujets qui n'ont pas été évoqués pour vous poser juste des interrogations que je peux avoir, et notamment pour vous demander si c'est du périmètre ou si c'est des choses de votre périmètre d'investigation ou si ce sont des choses que vous avez déjà envisagées. J'ai en mémoire qu'il y aurait eu par le passé des déchets radioactifs qui auraient été largués en mer. Peut-être, probablement, près de nos côtes. Alors, c'est une question que je pose, je ne sais pas, hein, je n'affirme rien. Donc, c'est juste vous demander si vous avez connaissance de ces choses-là, s'il y a des choses qui sont prévues à ce niveau-là. Parce que pour moi, vous êtes autorité de sûreté nucléaire, il y a peut-être un risque aussi là. J'avais aussi entendu qu'il y aurait pu y avoir aussi dans la mer Méditerranée des containers qui auraient été largués. Pareil, alors que va-t-on faire à ce propos-là? Parce que ça aussi, c'est un rôle, ça peut avoir des impacts très importants sur la population. Et puis je reviens sur les accidents nucléaires que nous avons vécus. Nous avons vécu donc l'accident de Tchernobyl, avec une contamination maintenant qui est sur le territoire français. Est-ce que, et on le sait, puisque la contamination au départ, elle a été uniforme, juste après, quand le nuage est passé, qui est resté pendant quand même quelques jours au-dessus de la France, avec des pluies. Et maintenant, on sait que l'évolution que cela peut avoir, on a une contamination en tache de léopard sur le territoire. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites? Est-ce qu'il y a des endroits en France où cela pourrait poser problème pour la santé? Est-ce que tout ça est envisagé? Et enfin, pour finir, sur les réacteurs nucléaires. Donc, vu les accidents qu'on a pu avoir, on a pu mesurer que sur les deux accidents, Tchernobyl et à Fukushima, on a eu des fusions de cœurs de réacteurs. Est-ce qu'il est prévu dans l'avenir de faire en sorte qu'on puisse avoir une protection à ce niveau-là, en dessous, ou je ne sais pas de quelle sorte? Est-ce que ceci est envisagé? Et enfin, pour terminer, juste une petite remarque en passant. Parce que vous avez évoqué le temps long qui va être pendant lequel justement le stockage de nos déchets va être important. Il y a une chose qui restera au moins dans des milliers d'années, quand tout aura disparu parce qu'on aura une période glaciaire qui aura tout broyé sur notre territoire, c'est le stockage CIGEO qui sera toujours là et qui montrera que nous avons été présents sur la planète. Alors, bon, sur les déchets bitume, donc il y a effectivement une instruction à poursuivre et des analyses à poursuivre, éventuellement dans un cadre international. Donc, je ne m'avance pas sur les conclusions. Je sais simplement que c'est un enjeu majeur. Encore une fois, les incendies potentiels dans des ouvrages souterrains, c'est un sujet vraiment compliqué. Donc, soit on est sûr qu'il n'y en aura pas, et ça va, mais il faut en être sûr.
si on arrive à commencer à imaginer des scénarios où il faut arriver à gérer un incendie dans l'ouvrage, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mais à voir. Donc je ne préjuge pas de la réponse, je dis simplement que c'est une question majeure. Falsification. Alors je le répète, nous, on n'a pas la faculté juridique de porter plainte dans notre mission. Par contre, on a fait un signalement au titre de l'article 40 du Code pénal en tant que fonctionnaire ayant connaissance d'eux. Et donc, on a absolument transmis à la justice tout. Et on continue à transmettre, puisque les travaux sont encore en cours, ce que l'on a. Et par ailleurs, la justice a clairement été saisie cette fois de plainte par les associations de protection, pas par des associations de protection de l'environnement. Donc, il y a bien une instruction en cours. Par contre, vous avez au passage parlé d'information, alors à la fois d'information du public, mais aussi de manque de conscience de la dangerosité. Alors c'est un sujet, ça, parce que enfin, je me mets à la place des personnes qui... le Creusot ne fabriquait pas que pour le nucléaire, il fabriquait plein d'autres pièces, c'est une usine historique, un fondeur historique, un chaudronnier historique, qui a fabriqué beaucoup de choses. Et je ne sais pas, parce qu'on est dans une chaîne de sous-traitance entre le réacteur EDF, Areva, à l'époque, qui n'avait pas encore le Creusot, puis le Creusot. Une chaîne assez complexe, et c'est vrai que dans ces chaînes de fabrication, la conscience que peuvent avoir les opérateurs de base de l'enjeu sûreté du produit final est une vraie question. Et plus la chaîne est longue, plus il y a une vraie question. Elles sont obligatoirement longues pour des objets si compliqués. Mais la question de savoir comment on fait passer les enjeux de sûreté, le pourquoi des critères qu'on applique sévères, souvent plus sévères d'ailleurs dans le nucléaire qu'ailleurs, ça suppose simplement d'avoir une conscience précise de quel sera l'objet final. Donc je pense que aussi, même si ça ne peut pas être une réponse entière à soi seul au risque de falsification, fait partie pour moi des sujets qui doivent être travaillés. Alors déchets largués en mer, je n'en ai pas entendu parler, on n'a rien dit en tout cas sur le sujet, alors peut-être qu'on me cache tout, mais en tout cas on ne m'a rien dit et je n'ai rien entendu sur ce sujet. Contamination des accidents passés, notamment de Tchernobyl. L'IRSN a fait un gros travail sur la durée pour cartographier les impacts. Ces travaux sont publics de mémoire. Pendant des années, ça a été publié, suivi. Je n'ai pas connaissance, alors qu'il y ait des traces, oui, évidemment. Mais qu'à l'inverse, je n'ai pas connaissance d'endroits où les valeurs mesurées nécessitent de mettre en œuvre des contre-mesures de restriction, etc. Je pense qu'on doit retrouver sur les sites internet de l'IRSN, peut-être sur les nôtres, des cartographies, effectivement en tache de léopard, mais qui s'amenuisent un peu avec le temps. Sur la question de la fusion, alors oui, effectivement, Fukushima, il y a eu des fusions. Tchernobyl, c'est même un peu plus qu'une fusion, c'était même carrément un peu explosif. Alors ça fait partie typiquement des choses, et je félicite en tout cas globalement nos anciens d'avoir engagé les réflexions sur les réacteurs modernes du futur dès le début des années 90. C'est ce qui a conduit à la mise au point de l'EPR en France. À l'étranger, il y a eu d'autres projets. Et le principe de base retenu à l'époque, c'était de faire un saut d'un ordre de grandeur en probabilité d'accident, enfin en diminuant, pardon, évidemment, la probabilité des accidents, notamment les accidents graves. Avec diminuer la probabilité que la fusion du cœur arrive, et deux, si elle arrive, faire en sorte que ça marche quand même. Enfin, ça ne marchera plus, mais qu'au moins il n'y ait pas de conséquences à l'extérieur. Et c'est pour ça que, par exemple, sur l'EPR, a été mis en place sous la cuve un récupérateur de cœur fondu, parce que quand le cœur fond, et notamment sur des gros réacteurs de ce type-là, dans la cuve, il traverse ensuite la cuve. Et donc, du coup, il fallait imaginer un système qui puisse le récupérer avant qu'il tombe sur le béton et que, pour le coup, il traverse le béton. Et donc, c'est ça qui est à l'œuvre sur l'EPR. Et je reviens sur la question de la prolongation. Je disais, on cherche des améliorations de sûreté pour les réacteurs existants, donc, qui permettent de se rapprocher autant que possible des réacteurs modernes. Une des quelques questions que nous posons à l'exploitant compliquées, c'est justement celle-là. Les réacteurs actuels n'ont pas le récupérateur de cœur. C'est une sorte de cendrier, un peu évolué technologiquement, mais refroidi en plus. Ils ne l'ont pas, et il n'y a pas beaucoup de place sous les cuves des réacteurs existants. Et la question qu'on a posée à EDF, c'est, OK, ça c'est le constat, mais que pouvez-vous faire pour avoir malgré tout le même résultat? C'est-à-dire attraper le cœur avant qu'il traverse le béton. Et on a des discussions
terriblement compliqué, enfin techniquement terriblement compliqué avec EDF. Une de leurs propositions est de rajouter des bétons, parce qu'il y a quand même un peu de place, de rajouter du béton avec des compositions chimiques très particulières qui permettraient d'arrêter le cœur à cause de la composition particulière. Mais une fois que j'ai dit ça, qui a l'air peut-être simple, enfin je ne suis pas sûr d'ailleurs, ce béton au fond du bâtiment réacteur, la discussion par contre technique pour avoir une forme de conviction en termes de sûreté qu'effectivement ce béton en plus va avoir la vertu d'arrêter le cœur, c'est ça qui prend du temps, ce qui renvoie de la recherche et développement, des expériences, etc., pour être sûr que finalement ce qui est proposé par EDF passe ou passe pas. Voilà. Et c'est ça qui explique aussi les délais que l'on a pour prendre position, in fine, sur cette question de la prolongation. 4-5 sujets techniques, mais ils sont tous de cet acabit et de cette difficulté. Alors, j'ai encore 2 intervenants identifiés, Claude Deganet. Oui, merci, Monsieur le Président. Notre collègue Florence Lassarade. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Président Chevet a répondu à un certain nombre de mes interrogations. Toutefois, je profite de l'occasion, d'une part, pour évoquer avec mon collègue Cédric Villani les intrusions dans les sites nucléaires récents et comme étant à l'origine d'une loi visant à sanctionner sévèrement les intrusions sur ces équipements. J'ai d'ailleurs saisi à plusieurs reprises le gouvernement en m'étonnant qu'il n'y ait pas de suite judiciaire sur ces... J'en profite pour faire passer le message. Bon, c'est un peu à part, mais néanmoins important. Monsieur le Président Chevet, une question qui est à part. Votre relation par rapport avec l'IRSN. Fin septembre, début octobre, l'IRSN a révélé donc dans l'atmosphère donc un radionucléaire ruthénium 106 qui avait été décelé. Comment ça se passe au niveau de l'articulation du constat et du diagnostic qui est fait derrière? C'est l'IRSN, donc c'est toute la compétence seulement de l'IRSN, ou bien sûr vous êtes totalement associé dans ces mesures, bon, qui viennent semble-t-il, de Russie, des aliments champignons. Bon, c'est ce qui a été en tout cas communiqué. Merci à vous deux. Donc l'IRSN nous a associés très tôt à ces premiers calculs, sur la base des mesures relevées sur les balises européennes, effectivement, qui montraient le sujet qui est maintenant. Donc on a été très tôt associés. Nous, notre point principal était avant tout, dans notre fonction d'autorité de sûreté France, d'être capable de se prononcer s'il y avait un risque France ou pas. Compte tenu des valeurs observées en France par nos balises de mesure, mais même les calculs montrés, il y avait, donc on a demandé à l'IRSN de faire des calculs, de savoir l'impact pour la France et les consommateurs. Donc ça nous a amené à prendre un avis pour ce qui nous concerne, surtout notre zone de compétence, disant qu'en gros, au vu de ce que l'on savait, en tout cas des analyses faites par l'IRSN, il n'y avait pas besoin, on a écrit au Premier ministre sur ce sujet, il n'y avait pas besoin d'imaginer de contrôle, que néanmoins, bon, c'est ce qui a été fait, des contrôles en termes de vérification des produits importés ont été faits. Alors la dernière information que j'ai, c'est qu'il semblerait qu'on ait trouvé éventuellement des traces de césium sur des champignons qui viendraient de Russie. Alors je mets beaucoup de conditionnels parce que moi je ne suis pas en charge de ces contrôles de consommation. Dont acte. La seule chose qui est étrange, en tout cas à ce stade de ma compréhension, c'est qu'on n'a pas retrouvé de ruthénium et qu'à l'inverse du césium tout seul, c'est pas tout à fait cohérent avec les scénarios qu'a calculé l'IRSN, qui imaginait que que le ruthénium venait d'un accident un événement significatif sur une usine de retraitement. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas entre ce qu'on a mesuré et ce qui a été calculé, imaginé par l'IRSN. Donc ça, le travail est en cours, mais à part ça, dont acte. Donc on a été associés, on a eu plusieurs réunions, il y a eu une audition de l'IRSN par le collège. Au passage, je précise que là, on est nombreux, il y a tout l'état-major de l'ASN, et avec devant nous, enfin moi, les 4 autres commissaires. Merci. Florence Lassarade. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, chers collègues, j'ai une question très courte. Moi, comme médecin et comme élu local, je me suis interrogée, j'ai jamais eu de réponse, donc peut-être que comme sénatrice, je vais l'avoir, sur le circuit de distribution de l'iode, sa fabrication, sa stabilité et la précocité de distribution aux populations. J'ai l'impression que les populations concernées sont très étroites en surface, en proximité.
Et par exemple, on a des transports sur voie ferrée, qui peuvent exposer quand même les populations. Est-ce que vous pouvez m'éclairer à ce sujet? Ça me rassurerait. Alors, je ne suis pas nécessairement payé pour rassurer, je ne suis pas payé pour contrôler. Alors, peut-être qu'éventuellement, on a parmi les membres du collège de l'ASN, on a un professeur de médecine, pourrait peut-être parler d'un certain nombre des aspects. Sur la distribution alors il faut dire des comprimés d'iode, puisque c'est pas une pastille, c'est un produit effectivement pharmaceutique. Ce qui a été fait et refait l'année dernière, c'est des distributions préventives autour des centrales nucléaires. L'iode a essentiellement un sens autour des centrales nucléaires, c'est fonction ça protège la thyroïde, mais il faut qu'il y ait de l'iode relâché. Et fondamentalement, c'est avant tout autour des centrales nucléaires que la question se pose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions et de risques autour d'autres installations, mais l'iode n'est pas nécessairement la bonne parade pour le coup. L'iode, par contre, est évidemment fait plutôt pour les rejets, on imagine qu'il sort d'un réacteur nucléaire. Et la politique qu'on a suivie, même si elle n'est jamais parfaite, c'est d'essayer de distribuer ces comprimés ont une date de péremption. Même si en réalité ils sont d'une grande stabilité, mais bon, et par définition, il y a une date de péremption, et de distribuer régulièrement. Alors jusqu'à présent, dans un périmètre en gros de 10 km, de distribuer ces comprimés en essayant de faire en sorte que non seulement on distribue des comprimés, mais ça c'est à la limite, on peut tout imaginer, mais surtout que ce soit l'occasion de passer des messages sur c'est quoi l'accident, qu'est-ce qu'on fait, pas que le comprimé d'iode en clair. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux gens dans la première partie de la campagne d'aller chercher en pharmacie leurs comprimés, et en fin de campagne, parce qu'évidemment tout le monde ne fait pas ça, tout le monde n'a pas envie de se déplacer, etc., on les envoie cette fois ensuite à la fin en format boîte aux lettres, enfin un mailing général. Mais le but de ces campagnes, c'est pas tant de distribuer le comprimé d'iode, c'est surtout d'en profiter pour faire la pédagogie de c'est quoi un accident. Alors le 10 km, il va évoluer. J'ai cité tout à l'heure le fait qu'il y aura une extension des plans d'intervention, et du coup, il faut imaginer des distributions plus larges, encore une fois préventives. Et il faut savoir par ailleurs qu'en France, on a des stocks régionaux, alors je ne sais plus si sont départementaux ou régionaux, qui sont susceptibles d'être mobilisés justement pour couvrir la zone non couverte au-delà des 20 km. Si jamais il y avait des choses, parce que quand on dit 20 km, c'est un dimensionnement forfaitaire. Tout le monde sait que les rejets, ils vont partir peut-être plus dans un sens et moins dans l'autre. Donc ces limites ne sont pas des limites où l'accident s'arrête, quoi. Donc du coup, en backup, il y a les stocks départementaux qui pourraient, mais dans des conditions évidemment différentes, être distribués le jour de l'accident, si l'accident était plus important. Donc voilà, c'est en gros ça le dispositif. Mais encore une fois, très axé, techniquement, c'est justifié sur les centrales nucléaires. Cédric Villani, pardon. Pardon, juste, on sait quand même qu'après Tchernobyl, il y a eu une explosion des cancers de la thyroïde, donc c'était bien au-delà des 10 ou 20 km de périmètre. Alors, je ne sais pas s'il faut faire le lien avec l'explosion des cancers de la thyroïde, mais après Fukushima, c'est la position des autorités de sûreté européennes. Il y a la zone où on prend des mesures fortes, et c'est cette zone-là dont je parle, les 20 km. Fukushima, ça a été à peu près 20 km. La zone où les gens ont été évacués, ou concrètement, voilà, ils ont été évacués, mais on n'y revient pas pour l'instant de manière majeure, c'est à peu près 20 km, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des impacts plus loin. En gros, autour de Fukushima, avec plusieurs réacteurs qui ont été accidentés, les impacts, c'est jusqu'à 100 km. Et donc, dans la position commune des autorités européennes, c'était deux choses. Les mesures en dur de protection, c'est 20 km, passer à 20 km, en gros, donc pour la France, c'est 10-20. Et deux, réfléchissez à ce que vous faites sur une zone de 100 km. Quand on commence à dire 100 km en France, autour des centrales nucléaires, on parle de la France. Il n'y a plus beaucoup de trous. Donc c'est ça qu'on a dit. La première décision qui a été prise, c'est effectivement la zone, l'extension des plans d'intervention 10-20. Mais par ailleurs, il y a évidemment la réflexion sur l'autre thème. C'est pour ça que j'évoquais la distribution possible, mais à organiser, à vérifier que ça marche bien sur l'ensemble du territoire, en gros, hein, de ce qui est dans les stocks locaux. Cédric Villani souhaitait poser une question et j'en poserai une dernière. Et nous vous libérerons, Président. Non pas qu'on n'ait pas envie de vous garder,
longtemps, mais je pense que vous avez vos obligations avec l'équipe qui vous accompagne. Oui, et d'abord, je souhaitais faire un petit commentaire sur les choses qui viennent d'être dites. D'abord, concernant l'intervention de mon collègue Claude Deganet et la remarque sur la suite qu'il faut donner à la question des intrusions, il convient, je crois, d'être très prudent sur la façon dont on aborde ce débat. Il y a la question de la mise en sécurité ou mise en danger. Il y a aussi la question de la façon dont on considère le processus de lanceur d'alerte au sens général. Autant il y a possibilité d'avoir de larges consensus sur des questions purement scientifiques et techniques, autant on a là des sujets sur lesquels il y a place à débat, et nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres contextes, soit ici, soit dans le Parlement de façon générale. En tous les cas, je pense qu'il est très important qu'on ait, dans la suite, comme on a annoncé qu'on l'aurait, cette audition avec le SGDSN sur ces questions de intrusion et suite à donner, et qu'est-ce que ça nous enseigne sur les questions de sécurité dans les centrales nucléaires. Ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président Chevet, sur le fait que quand on pense à sécurité nucléaire, enfin, on traite très souvent des questions de attention, est-ce qu'un accident est possible? Et il est plus délicat, plus difficile par nature d'imaginer les réponses aux actes d'intrusion, aux actes malveillants, aux actes de terrorisme. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités qu'on n'aurait pas forcément imaginé, et bien sûr qu'il faut prendre tout cela en compte. Vous avez, Monsieur le Président, aussi dit quelque chose d'important, que vous n'êtes pas payé pour rassurer, c'est vrai, si vous êtes payé pour contrôler, pour nous rassurer sur le fait que vous envisagez tous les scénarios, que vous ne tombez jamais dans des excès justement de simplification. Et je tiens encore une fois à rendre hommage à la façon ouverte et franche avec laquelle vous nous expliquez les problèmes, y compris dans leur subtilité. Je parlais tout à l'heure de la réponse que vous m'aviez faite sur un sujet précis concernant les questions nucléaires sur le plateau de Saclay. C'est bien sûr une réponse que je tiens à la disposition des citoyens désireux de savoir exactement de quoi il s'agit. La transparence est mère de confiance, comme on sait. Une dernière petite question de mon côté. Sur les questions des évolutions de la réglementation française et européenne sur les déchets radioactifs qui sont issus d'autres activités que celles des centrales nucléaires. La question des matériaux radioactifs qui se produisent naturellement, NORM, Naturally Occurring Radioactive Materials, ou les TENORM, Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, excusez mon accent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des perspectives d'évolution, des choses qu'il faut garder précisément en tête, qui viendraient compléter les aspects que nous avons évoqués ce matin avec vous? Alors, il y a en cours une directive européenne justement sur ces questions-là. C'est ce qui s'appelle Basic Safety Standards, mais qui en gros parle des seuils sur les différents de radioprotection, enfin pour garantir la radioprotection. Et de mémoire, elle traite ces sujets-là, et la directive en question est en cours de transposition. Il y a par contre derrière, même si vous ne l'avez pas formulé ainsi, il y a derrière une question qui est une question compliquée, qui est souvent évoquée, notamment par les industriels, qui est la question des seuils de libération. Qui est une vraie question, objectivement. C'est l'idée de dire, est-ce qu'il y a un seuil en radioactivité en deçà duquel on peut dire que c'est pas radioactif, même s'il y a des mesures, on mesure des choses, mais on dit c'est pas radioactif et on le traite comme du non radioactif. Ça, c'est une question qui est importante, enfin, qui est tout à fait recevable. Par contre, la réponse est compliquée. Il y a de multiples réponses possibles. Alors je vais vous dire, le fond de notre pensée. Première chose,
Actuellement, le principe qui a été mis en place, et plutôt avec succès en France, c'est de ne pas avoir de seuil de libération et de considérer que tout ce qui vient, alors je ne parle pas des matériaux naturels, hein, mais tout ce qui vient en gros d'une centrale nucléaire ou de quelque chose qui a été nucléaire, a vocation, en fonction de sa dangerosité, évidemment, si ce n'est pas dangereux, ça, mais à fonction d'être traité comme un déchet radioactif, mais encore une fois, en l'envoyant dans une installation adaptée aux radioactifs, et y compris des installations de très faible protection, parce que tout simplement c'est très peu radioactif. Mais pas de perte de traçabilité, c'est-à-dire vous gardez le caractère radioactif, mais vous allez dans une installation adaptée. Alors évidemment, quand on parle de CIGEO, évidemment, là c'est plutôt lourd en termes, c'est du dur. Si c'est du très léger, ben évidemment, ça sera du très léger adapté à l'installation. Et ça a été plutôt un succès sur 30 ans. Et moi, j'ai en tête, en début des années 90, l'inverse. On n'avait pas ce principe. Et tous les mois, on avait une affaire, parce qu'à l'entrée des décharges classiques, les portiques de détection de la radioactivité sonnaient. Et alors, à ce moment-là, c'était la chasse au becquerel. Et les questions qui étaient posées, elles n'étaient pas idiotes. Elles étaient de dire, est-ce que c'est grave, docteur? La réponse, en général, non. Mais est-ce que ça aurait pu l'être? Alors là, c'est plus compliqué, parce que quand vous ne savez pas dire d'où ça vient, puisque vous avez perdu la traçabilité, comment garantir que la petite chose que vous avez vue, il n'y a pas derrière un gros objet qui serait passé à côté. Et c'est pour cela, pour traiter ce genre de situation, qu'a été mise en place la doctrine française. Alors elle a des limites quand même. Je prends un exemple à Grenoble, je me souviens plus le nom du réacteur qui a été démantelé, ça s'est très bien passé, si ce n'est qu'à la fin ils ont trouvé une dalle en béton au sol, pas énorme, faiblement radioactive, pas fortement, hein, faiblement radioactive. Et en application de la doctrine que je viens d'énoncer, cette dalle avait vocation à rejoindre le centre de l'Andra, quelque part dans le centre de la France. Ça devait être Soulaine, je pense. Objectivement, quand on réfléchit à cette situation-là, ce n'est pas nécessairement l'optimum en matière d'environnement de faire traverser sur un camion un bout de béton. Alors certes qu'il n'est pas neutre, hein, mais il n'est pas dangereux non plus, en tout cas pas très dangereux. Et donc ça pose des questions d'optimisation, etc. L'autre solution, ça aurait été de le laisser sur place, par exemple, mais par contre ça aurait grévé le terrain d'une servitude. On est sur la commune de Grenoble, plutôt pas loin du centre-ville, enfin je veux dire, c'est pas un danger, un problème de santé publique. Par contre, ça grève d'une servitude d'utilisation un terrain. Donc vous voyez bien que sur cette question-là, par contre, nous pensons qu'un débat public, parce que vous voyez bien que ce n'est pas qu'une question de sûreté, pas qu'une question de santé, une question d'aménagement du territoire, d'acceptabilité locale, hein, si on laisse un terrain localement avec une servitude, ou si on crée un stockage pour déchets faiblement radioactifs régional, plutôt que de faire traverser des bouts de choses, des bouts de béton, leur faire traverser la moitié de la France. Nous, on pense que sur ce sujet-là, qui est un sujet aux multiples paramètres, ça mériterait probablement qu'on ait un débat, voilà, ensemble des personnes. Voilà. Alors, je donne la parole à Roland Courteau. Je crois que nous avions eu une audition de l'Office parlementaire sur les déchets faiblement radioactifs et cela m'évoque aussi une demande récurrente d'un certain nombre d'associations locales et d'élus concernés par les sites d'anciennes exploitations d'uranium. Alors, certains demandant de transporter le site à travers toute la France, en effet. Alors là, pas en camion, mais au moins en train, parce que c'est des milliers de tonnes. Je crois que cette idée n'est pas raisonnable. Roland. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui. Question très simple, très courte également, à laquelle peut-être il a déjà été apporté une réponse, mais pardonnez mon retard, j'étais sur un autre chantier. Y a-t-il des campagnes d'information, j'allais dire grand public, des campagnes de sensibilisation sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, par exemple sur les effets de la radioactivité, sur le fonctionnement des centrales nucléaires et la façon dont elles sont contrôlées? Et si oui, quels sont les publics qui sont visés? Sous quelle forme a lieu cette information? Et comment procéder pour que telle ou telle collectivité puisse en bénéficier? Alors,
Dans mon introduction, j'ai dit notre mission, c'est de protéger les personnes et l'environnement des risques liés aux activités nucléaires. Donc notre client, c'est les personnes. Alors ensuite, une fois qu'on a dit les personnes, c'est un peu vague. Alors, il y a d'abord tout ce que l'on fait, y compris là. La présente intervention est transmise en streaming, gardée sur Internet, etc. Donc il y a tout un tas, si vous voulez aller chercher de l'information, vous en trouvez énormément sur Internet, y compris sur notre site, enfin bref. On a un dispositif autour de toutes les installations nucléaires qui a été mis en place, c'est plutôt un dispositif là aussi qui fait référence au niveau européen, qui a été mis en place des commissions locales d'information. Et là, on est autour des installations nucléaires et en gros, les élus, les représentants syndicaux, les ONG, enfin tous les gens intéressés aux questions notamment de sûreté nucléaire sont invités ou peuvent participer aux réunions de ces commissions locales d'information qui sont pour partie payées par l'État et pour autre partie payées par les conseils départementaux. Nous apportons aussi, leur apportons de l'argent, notamment quand ils souhaitent faire une contre-expertise sur un sujet qui leur appartient, l'État leur donne de l'argent. On vérifie simplement qu'ils ne l'utilisent pas pour faire un voyage lointain dans des pays charmants. Donc simplement, on paye la contre-expertise. Donc ça fait partie de l'organisation de ce processus de participation. Alors ensuite, vous dire qu'on a un dispositif qui touche tous les publics, tous les Français, non, ça n'a pas de sens. Il faut que les gens aient, voilà, c'est comme quand, enfin, aient un intérêt. On a des choses, mais c'est pas à la hauteur. On a une exposition commune avec l'IRSN, ASN. Au passage, en tant qu'élu, on peut vous la prêter pour l'utiliser localement. Mais je n'ai aucunement la prétention que le dispositif de communication puisse atteindre tous les Français, y compris ceux qui ne sont pas intéressés. Ça, c'est tout à fait clair. Par contre, si on est intéressé, je pense qu'on accède à énormément d'informations. On a un sujet qui a été évoqué précédemment. Par contre, c'est que l'information auquel on accède, il y en a beaucoup. Elle n'est pas toujours simple en termes de compréhension, parce qu'il y a une partie qui peut rentrer énormément dans le détail technique, et là, elle est accessible. Mais entre être accessible au sens, on peut la lire et on peut la comprendre, il y a une petite différence. Des établissements scolaires peuvent être intéressés, des collectivités territoriales aussi. En local, tout ça peut s'imaginer, c'est-à-dire autour des installations, c'est faisable. En plus, le local, la vision du local va s'agrandir, puisque comme on élargit les périmètres d'intervention, nécessairement commence à être sur une zone au moins de 20 km. Donc ça commence à faire bien plus de monde qui est, j'allais dire, intéressé. En tout cas qui est susceptible d'être intéressé par ces sujets-là. Donc ça fait, voilà. On fait beaucoup d'efforts, mais encore une fois, j'ai nullement la prétention que ces sujets-là atteignent tous les Français, y compris ceux qui n'y ont pas intérêt, quoi. Voilà, oui, c'est un autre débat. Une certaine expérience des réalités nucléaires, y compris dans une région qui comporte 4 centres de production, plus ce projet de stockage, me conduit à penser que, c'est pour ça que votre histoire de 20 km me soucie, vous avez, je crois qu'il est à peu près impossible de créer un nouveau site de production nucléaire en France. Il est à peu près impossible de supprimer un site existant. Les sites existants, pour des raisons d'intérêt économique, de démonstration industrielle et scientifique, de relations publiques du site avec son environnement, sont en général assez bien acceptés par la majorité, pas l'unanimité, mais par la majorité des populations environnantes. Celles qui ne sont pas directement concernées sont plutôt hostiles et dans comme si vous voulez, les difficultés dans la vie sont suffisamment nombreuses pour ne pas s'en donner naturellement de nouvelles, il est assez probable que les pouvoirs politiques dans l'avenir consolideront ce qui existe et éviteront de créer des centres nouveaux. Et le passage de 10 à 20 km ne sera pas un passage complètement neutre. Vous verrez que les nouvelles populations vont se poser des questions et vous allez, je ne dis pas ouvrir la boîte de Pandore, mais vous allez interroger. Il faudra que les moins de 10 expliquent aux plus de 10 que tout ça se passe très très bien. Voilà. Monsieur le Président, je crois au nom des parlementaires de l'Office pouvoir vous remercier de votre disponibilité. Certes, elle a une base légale
mais elle est faite avec beaucoup de bonne volonté, avec la présence de votre équipe. Nous y sommes sensibles. Cela permet à vos collaborateurs de mesurer l'implication, parce que derrière l'apparence, c'est-à-dire une salle enfin une salle lumineuse naturellement, mais un peu refermée sur elle-même avec peu de parlementaires, sachez que d'abord vous avez les meilleurs. Je prends un témoin, mon premier vice-président, et vous avez surtout des parlementaires qui sont très attentifs à ces questions, et chacun de ceux qui sont présents ont autorité dans leurs commissions respectives autour de leurs collègues qui, en général, pratiquent un principe de délégation. C'est-à-dire que quand on ne suit pas un dossier, on a tendance à faire confiance à ceux qui le suivent. Et donc, je parle évoquant les députés, les sénateurs ici présents, ce seront autant de relais de l'action de l'ASN auprès de leurs collègues. Et en général, ils sont plutôt écoutés de leurs collègues pour avoir fait l'effort justement de s'instruire et donc, sans détenir des vérités absolues, d'avoir un peu plus d'éclairage que ceux qui ne sont pas présents. Bien. Ben, il ne me reste plus qu'à vous raccompagner et je vais retenir nos parlementaires quelques instants pour une information intérieure à l'office parlementaire.